Papa, maman, je veux devenir footballeur. Papa, maman, je veux devenir pilote de fusée. Papa, maman, je veux devenir youtubeur, pour la petite ref actuelle. Notre invité aujourd'hui, il a dit papa, maman, je veux devenir joueur de tennis. Et il s'est lancé le défi. Il s'est donné plusieurs années pour réussir à vivre de sa passion, à gagner assez de matchs, de tournois, pour réussir à faire carrière dans un sport qui coûte cher et qui ne dépend uniquement que de soi-même. Aujourd'hui, d'abord, je suis avec Charles. Ça va, mon Carlos? Ça va et toi, Jules? Bah Ça oui. roule, On est toujours de au taquet, retour pour un nouvel épisode. toujours. Et avant de présenter officiellement... Oui, bonjour Salut. papa, bonjour maman. Et avant de présenter officiellement notre invité, il faut s'abonner. Parce que maintenant qu'on est filmé, on est sur YouTube. Donc en plus des plateformes d'écoute, évidemment pour les aficionados de l'audio uniquement. Mais non, là, il y a un gros enjeu sur YouTube. En plus de ça, on se lance sur Twitch. Donc toutes les rediffs Twitch sont aussi dispo sur YouTube. Mais ça, vous avez dû le voir si vous nous suivez. Donc on s'abonne sur YouTube. On n'oublie pas évidemment d'aller s'abonner à Insta parce que ça coûte rien, c'est gratuit. Et puis maintenant, on peut même aller s'abonner sur Twitch. Que vous soyez dans le métro, en train de faire la vaisselle, en train de ranger votre linge, en train de faire le ménage, posez votre téléphone, installez-vous confortablement, prenez un petit truc à manger et profitez de cet épisode avec l'invité du jour. Qui est Espen Lagarde. Salut Espen. Salut les gars, merci de m'inviter, c'est sympa. Bah écoute, merci à toi d'accepter de venir et d'avoir trouvé un créneau dans ton emploi du temps. Mon Dieu, surchargé. On en discutait avant de démarrer, mais du coup, Espen, tu es joueur de tennis Voilà, professionnel. professionnel On dit depuis professionnel. 2 ans, hein. Ouais, c'est ça. On dit Joueur professionnel. de tennis pro. Voilà, donc joueur de tennis professionnel, donc vous imaginez bien qu'il ne joue pas uniquement sur son temps libre le dimanche au tennis club de Saint-Briac-sur-Mer, Par exemple. par exemple. C'est même le jour où je Par joue, moi. exemple, c'est qu'il voyage beaucoup, donc ouais, non, merci d'avoir trouvé le temps de venir à Paris pour tourner avec nous cet Eh épisode. ben, merci à vous. On c'est est vraiment un trop plaisir. content de te Carrément. recevoir, moi encore plus, et puis ça fera plaisir aux parents, Voilà. parce qu'on se Ça fait connaît un petit bout de depuis temps. des années. Mais donc non, très cool de prendre le temps, et puis on va parler avec toi un peu du coup de ta vie. Voilà, t'es là pour ça, on est là pour ça. C'est vrai qu'il est facile notre concept, on prend des gens qui ont des meilleures vies que nous, on les met derrière un micro, on fait, Exactement. racontez-nous, et nous, bah voilà. Tous les gens où on se dit putain, Ouais. mais c'est quoi sa life? Bah en fait, on les prend et On on les pose prend, des on les met là, questions. quoi. Donc le concept est facile. Derrière un trépied, paf, Des nickel. vies un peu atypiques, Mais des vies inspirantes. inspirantes, Ouais. j'espère. Ben non, mais c'est C'est un hyper des- inspirant un des et objectifs. on va développer pourquoi tout au long de l'épisode. Mais ce que tu disais, c'est que ça fait 2 ans, du coup, que tu es joueur de tennis professionnel et surtout Ouais. 2 ans, ce que je disais en intro, que tu t'es donné le défi Ouais, de faire carrière, ouais, c'est surtout qui ça. n'est pas chose facile. Mm. On va en parler, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux bien qu'on revienne un peu à la base et que tu nous expliques un peu comment tu es arrivé au tennis, par quoi c'est arrivé, et enfin voilà, comment le tennis est arrivé dans ta vie pour que ce soit assez important pour qu'à un moment tu te dises je veux en faire ma vie. Ouais, si on en revient à la base, vraiment, la base, c'est de la famille. J'ai toujours eu un papa qui jouait. D'ailleurs, je crois qu'il jouait avec ton papa Exactement. à l'époque où ils étaient jeunes. Et donc, en fait, on a toujours joué en famille. Moi, mes premiers souvenirs de tennis, c'était vraiment les doubles en famille avec mes frères, mes parents. Ma mère s'y était mise à travers mon papa. Donc moi, mes premiers souvenirs remontent à là. Après, derrière, j'ai vraiment continué de jouer régulièrement et puis j'avais mon entraînement hebdomadaire et puis derrière, c'est passé à 2 entraînements et puis un jour, j'ai eu des choix à faire. J'ai pris mon destin entre mes mains et puis j'ai dit aux parents, bah voilà, j'aimerais pousser la passion de ce sport un petit peu plus loin et est-ce que vous êtes prêts à m'accompagner? Et j'ai eu cette chance d'avoir des parents compréhensifs qui ont tout voulu, Qui ont dit oui. qui ont dit oui et qui ont Qui ont voulu dit oui, m'accompagner. mais j'imagine que on va revenir sur ce moment où tu leur annonces et enfin, j'imagine que ça a quand même été Ouais. une discussion et deux, avant une réflexion et de ton côté. Et je veux bien juste qu'on revienne aussi sur ce moment de réflexion où qu'est-ce qui fait que dans ton évolution de vie, tu vois, tu te dises, bah, euh, ok, enfin, tu vois, je peux continuer classiquement de faire mes études, continuer mes études, etc. Et non, je vais prendre la décision, moi, de partir sur complètement autre chose. Je veux bien d'abord, avant
le moment un peu clé, qu'on revienne sur toi, comment ça s'est passé dans ta tête et comment tout ça a mijoté pour que tu en arrives à ce déclic où tu dises un soir à tes parents, bon, finalement, je ne vais pas faire ingénieur. Ouais. Et puis surtout que c'est pas venu de moi au début. Ok. Et c'est ça qui va être C'était à quel âge, qui est ça assez amusant. C'est à 15 ans que j'ai vraiment 14 ans Ouais. que j'ai vraiment changé de vie. Donc en fait, au début, je jouais au tennis une fois par semaine, mon cours dans mon petit village, avec mes potes, le coach, et tout se passait super bien jusqu'à ce que... Enfin, tout se passait très très bien. Je T'étais finissais classé à par... ce moment-là déjà? Ouais, Tu je faisais faisais tournoi, déjà de la ouais. compétition. Ok. Je saurais plus te dire vraiment mon niveau, mais j'avais un petit niveau classique d'un joueur lambda, jusqu'à ce que... Alors attends. Je veux quand même qu'on revienne sur cette phrase. Parce que un petit niveau d'un joueur lambda. Tu sais, moi j'avais des niveaux de joueur lambda et je me suis pas dit, tiens, j'ai un truc à pousser. Enfin, je sais pas, on a quand même dû te dire ou tu t'es quand même rendu Dis-moi que c'est ton compte. coach. Ouais. C'est l'histoire du. C'est ça? C'est le coach m'a Il va aidé voir les parce darons que et il dit. la légende que m'ont raconté mes parents déjà vient de tout petit, que mon premier coach qui s'appelait Haïté, qui est reparti en Côte d'Ivoire derrière, qui était un très bon joueur à l'époque, avait dit à mes parents, voilà, votre fils joue très 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 bien au tennis, mais j'étais haut comme 3 pommes. Hein. Il doit être Et- pas fier, le daron, ouais, après ça. C'était la première fois que je prenais une raquette dans mes mains et le coach lui a dit tout de suite, votre fils joue très très bien au tennis, par contre le poussez jamais à jouer, un jour il viendra vous dire j'ai envie de jouer plus au tennis. Et s'il vous dit ça, suivez-le, accompagnez-le. Donc ça, c'est la légende, c'est ce que papa m'a raconté. Derrière, l'élément vraiment C'est une belle déclencheur, légende. c'est une belle légende. Ouais, Voilà. j'y crois. Moi, Allez, j'y on y crois aussi. Pour le mythe et, Pour le lore. et pour le plaisir, j'ai besoin d'y croire. Et puis derrière, du coup, mon second coach, donc Marc, entraîneur du club, m'a fait jouer avec des niveaux de plus en plus forts et avec des jeunes plus âgés que moi, parce que globalement, je progressais un peu plus vite. On avait un petit groupe de compétition, un autre joueur de mon âge qui, pareil, progressait assez vite. Et un jour, vraiment de façon assez... c'était en toute fin d'année, il nous demande à tout notre petit groupe d'entraînement si, dans le monde idéal, dans le meilleur des mondes, c'est quoi votre rêve dans le tennis? Et il a bien utilisé le mot rêve, qui pour moi a toujours été important parce que petit, je m'étais vu jouer sur les grands cours, mais j'en avais jamais parlé à personne parce que pour moi, c'était des héros, des personnes qu'on ne pouvait pas Ouais, que tu imiter peux pas- et je ne pouvais ouais. pas devenir cette personne-là. C'était qui que tu suivais rapidement de Big Four quand t'étais petit? Moi, j'étais pour Federer à l'époque. Ouais. Et très vite, j'ai changé sur Nadal après. Mais, t'as changé. mais j'aimais... Parce que mon grand frère aimait Nadal. Et j'avais toujours cette opposition avec mon grand frère, donc j'étais obligé de choisir un des concurrents. Et à ce moment-là, j'avais choisi Roger. Donc voilà, et il était venu nous poser cette question. Et c'est la première fois que j'ai dit, je veux devenir numéro 1 mondial. Je lui ai répondu ça. Et donc il m'a dit, mais les parents, ils savent que tu as envie de jouer plus au tennis ou pas? Et je lui ai dit non, mais de toute façon, globalement, personne... Enfin, ils sont spéciaux, ces gars-là. Et quelques jours plus tard, il est allé parler aux parents. Et papa m'a convoqué dans le... Dans le salon. Convocation dans le salon, papa, maman. Qu'est-ce que tu veux faire, mon fils? Et là, j'ai Attends, dit... t'avais quel âge à ce moment-là? 15 ans? ouais, 14-15 ans? 14 ans. Donc Oh. très très tard. Mon Très père tard. m'appelle à 15 ans dans le salon et dit bon, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Et puis très tard par rapport à la Bah, majorité des joueurs de Ce que tennis. j'allais dire, Voilà. c'est quand même... Ah ouais. On va revenir en- bah, Les joueurs, ils commencent... ouais. Maintenant, entre guillemets, tous les très bons joueurs, la majorité commencent aux alentours de 9 ans, 8-9 ans à être dans des projets sérieux. Ça commence très très tôt, après repérer de ligue, tu vois, toutes ces choses-là qui ensuite évoluent. C'est Mais déjà trop de pression pour un enfant, putain. Ben ouais, et puis souvent, c'est pas le choix de l'enfant. Mais bon, ça, Ouais. c'est pas... Enfin, tu vois, c'est pas... C'est pour ça qu'il t'a posé la question, ton père. Exactement, ouais. Et du coup, moi, j'ai assumé cette réponse que j'avais donnée au coach. Je leur ai dit très clairement, bah oui, j'ai envie de jouer sur le circuit. Mon rêve, c'est d'être le meilleur, c'est de jouer sur les grands cours, d'être vu par tout le monde et puis d'inspirer les gens à jouer au tennis. Mais ça impliquait beaucoup de choses parce que tu connais un peu la famille. Je connais un peu la famille. Et donc, on était dans une bonne école au lycée international. Donc, j'avais cette double nationalité franco-norvégienne qui faisait que j'apprenais le norvégien aussi. Donc ça faisait des heures supplémentaires à l'école. Et donc si je voulais jouer au tennis, je pouvais pas continuer dans ce lycée-là. Et donc il fallait changer d'environnement, plus les mêmes amis. Bref,
reconstruire une vie en fait. Ouais, Et gros changement quand voilà, même. gros changement. C'est pas simplement je vais jouer 2 heures de plus au Exactement. tennis. quoi. Ouais. Et du coup, j'ai pris la décision de faire ce gros changement avec l'accord et surtout l'accompagnement précieux des parents, quoi. Comment ça se compte La transition, elle est immédiate. C'est-à-dire que la décision, elle est prise avec les parents. Et du jour au lendemain, tu te retrouves à faire, je sais pas, 10 heures de tennis par semaine. Non, la transition, elle Plus, s'est fait. Et avec horaire aménagé, j'imagine, au lycée. Ouais. En fait, j'ai un peu douillé avec ça parce que j'ai changé pour aller du coup à un collège qui était affilié à la Ligue de tennis des Yvelines. Donc j'ai reçu des horaires un peu particulières, mais qui m'enlevaient peu d'horaires de cours. Donc en fait, je réussissais à caler à peu près un entraînement par jour, globalement un entraînement par jour. Et surtout, j'ai eu des statuts qui ont vraiment évolué parce que pour pouvoir avoir ces horaires-là, souvent, si tu n'es pas assigné à la ligue de tennis, tu ne peux pas les avoir ou c'est compliqué. Du coup, je me suis retrouvé à avoir un statut de partenaire d'entraînement avec des joueurs qui étaient là-bas. Et donc, ça m'a permis d'avoir des horaires aménagés au collège. Du coup, ça, c'était donc ma première année vraiment de sport-études, c'était à la 3e. Et puis, du coup, après le collège fini, donc il faut aller au lycée. Et le lycée qui est rattaché à la ligue, pareil, ils ont accepté de m'aider un petit peu. Du coup, là, j'ai fait 2 années, mais ça suffisait pas en termes d'horaire, surtout qu'à ce moment-là, j'ai commencé à vraiment progresser très vite. Ouais. Et donc, j'ai vraiment rattrapé un gap que j'avais Ouais, que t'avais avec encore les meilleurs. jusque-là, ouais. Voilà. Enfin, avec les meilleurs, avec les joueurs de ligue, en tout Ouais. cas de région, parce que les meilleurs français étaient bien au-dessus du niveau que j'avais. De mon âge, mais par contre avec ceux de ligue, j'ai pu rattraper ce niveau-là et donc ça m'a permis, enfin donc j'ai pris la décision surtout de changer pour aller dans un autre lycée sur Paris avec des vrais horaires aménagés où là je finissais à midi tous les jours, qui s'appelle l'école Diagonale. C'est une école qui accompagne sur des doubles projets. L'école diagonale du ouais. vide. Tu travailles pas très bon, en fait. C'est ça. Non, ils accompagnent sur des doubles projets. Il y a plein des nageurs, même des artistes. Il y a énormément de profils différents. Et donc là, je finissais à midi tous les jours, donc je pouvais m'entraîner 2 fois par jour. Et à partir de là, il y a toute la suite qui en a qui. Et alors, qui- ouais, parce que juste tu dis la ligue m'a aidé, etc. Machin. Pour rentrer, j'imagine que c'est pas simplement. C'est quoi la ligue Je veux devenir la ligue de tennis, quoi. La Ouais. FFT. La FFT. En gros, il y a ouais, plusieurs, c'est autre chose. il y a des instances différentes. Tu as Tu la parlais fédération des autres gars française. français qui étaient Voilà. au-dessus. Tu as la fédération française Ouais. qui, avec ce qu'on appelle le CNE, c'est le Centre national d'entraînement, c'est là où les plus C'est à forts. Roland-Garros, ça, je crois. Ouais, exactement. Et du coup, c'est là où les plus forts sont. Ils en sélectionnent à peu près grand max 3 par an, 3 par année. Et derrière, en fait, chaque région a sa ligue. Bon, les départements ont leur ligue. C'est comme c'est un championnat régional, quoi. Ouais, c'est un sorte de pôle, tu vois. C'est Ok. c'est une sorte de pôle pour accompagner les jeunes de la région et du département. Et donc, nous, la Ligue des Yvelines de tennis, à l'époque, il y avait un joueur de mon année, Mathis Serrard, qui était. Après, il était parti au CNE. Mais sinon, à part lui, il n'y avait personne chez les gars. Et il y avait juste des un peu plus vieux et des vraiment plus jeunes. Enfin, des gars de 2003. Ok. Il y avait des meufs aussi. Il y avait des filles aussi. Ouais, C'est les deux. c'est les deux. Voilà. Ok. Et ouais, non, ce que je dis, ma question c'était, j'imagine que tu te présentes pas à la ligue en mode je veux Ouais, jouer c'est au ça. tennis. C'est que j'imagine qu'il y a quand même genre, Aussi. un dossier, un niveau à prouver, entre guillemets, mais en tout cas à justifier, un classement, enfin. C'est là où nous, on a eu des soucis. Ok. C'est que justement, je Ça, c'est le rentrais travail dans des aucune parents, en fait. case. Ouais. C'est globalement, je rentrais dans aucune case. Par contre, j'avais un projet fort avec des ambitions fortes. Et donc, eux, ça les intéressait pas de m'avoir en tant que joueur. Et bien évidemment, c'est pas nous qui décidons à postuler à la ligue. C'est en fait eux qui font du repérage de joueurs. Voilà. Ok. Qui font du repérage de joueurs, qui envoient en tournoi et du coup au fur et à mesure ils disent lui il est intéressant, il est jeune mais il a déjà tel classement, ça c'est pour nous. Moi je rentrais pas du tout dans ces cases là, du coup je pouvais pas jouer à la ligue, mais par contre il y avait une fille de mon année qui était très très forte, très douée, qui est d'ailleurs maintenant top 200 Ok. en ce moment, Il s'appelle comment? Margot Rouvroy. Une bonne amie à moi et donc Margot salut. voilà. Margot. Salut Margot. Margot à travers elle j'ai eu ce statut de partenaire d'entraînement. Ah ok. En fait c'est mon coach et les parents qui ont un peu poussé ça
parce que du coup, mon entraîneur à ce moment-là, qui n'était plus le même, j'avais changé pour aller dans un club un peu plus gros avec plus de joueurs, surtout avec plus de partenaires. Et donc, il y avait, alors je ne sais plus si c'était deux des 3 joueurs en tout cas avec lesquels je m'entraînais, si je ne me trompe pas, étaient à la Ligue justement. Au moins un des deux, et un était vraiment un des espoirs vu comme étant voilà, le prochain de cette ligue. Pour quantifier, Mm. là, t'as quel âge? 15-16 ans? 15 ans, ouais. 15 ans. Et t'es 15 classé ans, combien? alors, si je me trompe pas, à peu 15 près, ans, hein. je devais être aux alentours de 15-2, 15-1, tu vois. Ok, je m'attendais et- à plus. Ah oui, non, du j'étais coup. vraiment pas dans Vous irez voir, si vous quatre- savez pas comment on classe ouais. les joueurs de tennis, vous irez voir sur internet, on n'explique pas, c'est trop compliqué. 15-1, vous posez Là, pas de questions. Ouais. Non, du coup, si je me trompe pas. Non, j'étais- 15-1, pour donner quand même un peu une idée, j'ai envie. Alors, C'est fort avec plus. mon expérience de Ok. tennis, hein, donc qui est très. hein. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu le gars qui fait quelques tournois dans l'année, qui gagne quelques matchs. C'est le gars qui sait jouer au tennis, Ouais. qui kiffe, qui fait de la compétition. pas mal de matchs, Et du coup. voilà, qui fait quand même de la compétition, au moins une trentaine de matchs par an. Et, Ouais, c'est ça. et voilà, Ouais, c'est ça. et puis qui joue bien. Ouais. Oui, c'est oui. c'est déjà un bon joueur de tennis. Ouais, mais où Enfin, ce que je veux dire, c'est que quelqu'un de classé 15-1, enfin, Ouais. c'est pas forcément une pépite, quoi. Non. Non, C'est... loin de là. C'est une grosse merde. Non. non, 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 non. Non, 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 non. Non, à 15 ans. 15 Non, ans, mais 15 ans, tu joues très voilà, bien au tu tennis, fais c'est pas de ce la que je suis en train de dire, mais ce que je veux compétition, dire, voilà, c'est Tu que. fais allumer par des 15 ans, ils jouent super bien au Non, mais tennis. tu joues très bien au tennis quand t'es 15 ans, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas. Enfin, moi, j'ai un peu la référence du classement 0, Voilà. Ouais, c'est ça. où en général, quand tu t'approches de 0, c'est que tu commences sérieusement Ouais. à Ouais. avoir un sacré niveau, quoi. Ouais, le niveau en plus a vraiment évolué en France, donc maintenant il y a les barèmes ont vachement changé, mais des mecs à 0 aujourd'hui jouent vraiment beaucoup mieux qu'un Ouais. gars qui était 0 il y a 5-6 ans. Ok. ça marche. Mais bon, dans tous les cas, oui. C'est l'évolution du sport de manière générale. Ouais, je pense. voilà, c'est ça. Le sport c'est tellement professionnalisé que. Ouais. Ok. Et puis le tennis encore plus. Mais, Donc ouais, 15 ans à ce mais moment-là. voilà, je pense que j'étais dans ces zones-là, et par contre, en fait, de 15 ans à 17 ans, j'ai fait 15-1-0 justement. Donc j'ai La progression énorme. Ouais, progression énorme. En référence, les gars de la Ligue, à ce moment-là, enfin de 2000, donc un an plus âgé que moi, étaient aux alentours des 3-6 quand moi j'étais 15-1, voire plus. Et puis derrière, derrière 0, grand max -2, leur dernière année en terminale. Parce que du coup, ouais, donc, pour continuer un peu les étapes, donc là, tu as commencé sport-études, on l'a dit, collège. Là, tu bascules lycée à Paris. Donc vraiment, là, pour le coup, un vrai lycée sport-études avec l'après-midi de libre, pardon, 2 entraînements par jour. Une progression, du coup, assez énorme en peu de temps. Fini le lycée. Là, tu arrives 18 ans. Comment tu... comment te dire, mais comment tu projettes, tu vois, genre tu te dis, ok, bah là, entre guillemets, j'ai un peu terminé ma formation. C'est obligatoire, ouais. Tu vois, genre, et puis j'imagine aussi que les parents derrière, c'était un peu en mode, t'es mignon, mais tu vas quand même au moins avoir ton bac. Vous avez ton bac, on est d'accord. Ouais, complet. Ouais. Euh, Ouais. mais donc, tu vois, là, t'arrives, bah ça y est, t'as rempli un peu l'objectif qui avait été fixé au moment où t'as eu le enfin, le conseil de guerre avec tes parents. Enfin, tu vois, genre, à ce moment-là, comment tu te projettes? Est-ce que tu te dis, bon, bah, là, maintenant, faut que je joue, faut que je fasse des tournois, faut que je match, faut que j'engrange des points, de l'expérience, etc. Ou alors, tu te dis, bah, est-ce qu'il n'y a pas moyen, quand même, dans un monde, de continuer un peu la formation? Je pose la question, je connais déjà la réponse. T'as vu, c'est bien fort. joué. Ouais. Moi, je l'ai pas la réponse. Je suis chaud de Tu l'as savoir. pas, et ben voilà. J'ai choisi l'option B, l'option alternative à direct foncer dans le milieu pro, parce que j'avais pas le niveau. Ok. Clairement, Et t'étais lucide là-dessus. Ouais. C'est que j'ai c'est pas toujours des gens été, qui t'ont dit, bon, non. t'es mignon, mais tu vois quand même. J'ai toujours été très très lucide, et en fait c'est une chance que j'ai d'avoir des parents qui m'ont toujours aussi accompagné et soutenu dans le projet, c'est qu'ils m'ont aussi fait garder Ouais. les pieds sur terre, les pieds sur terre, voilà, la lucidité la de dire, lucidité. écoute, t'es pas encore Roger, quoi. Exactement. Et du coup, mes dernières années de lycée, j'avais fait ce qu'on appelle des ITF juniors. C'est en gros la case de tournoi professionnel pour les juniors. J'étais monté, je sais plus, genre 700 et quelques juniors en quelques tournois. Mais par contre,
c'est pas une finalité du tout en soi, et ça montrait juste que voilà, je savais que j'avais des bonnes bases et que j'avais un tennis solide, mais que par contre aujourd'hui, si je plonge dans le milieu tennistique vraiment pro, je suis pas encore capable de faire ça. Et puis surtout, moi j'ai toujours eu un besoin de continuer d'apprendre et d'être stimulé intellectuellement. Ça a toujours été quelque chose, et c'est toujours le cas en ce moment. Du coup, t'as fait quoi? Et du coup, je suis parti aux États-Unis. Ah, Voilà. nice. Et juste, on va parler des États-Unis parce que je pense que c'est un autre monde, mais j'ai perdu ma putain de question. C'est C'est fou, pas ça. grave, j'enchaîne. À ce Ah moment-là, si, c'est bon, j'ai. Pardon. je te rends. Je reprends et je te la redonne Voilà, après. merci, super. Mais non, tu sentais que t'avais pas le niveau, mais tu sentais quand même que tu pouvais encore progresser. C'est que tu sentais que t'avais de la marge pour quand même gagner du niveau encore à ce moment-là. Ouais. J'avais beaucoup de marge et ok. j'en ai encore beaucoup. Et moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien, entre guillemets, dans mon projet, parce que... Ouais, pour la mentale, c'est bon quand même, Ouais, hein, parce ouais. que de se dire que t'as atteint ton Ouais. plafond et que, bah, en Ouais. fait, t'es En fait, pas... même du coup, fin lycée, je sentais que tennistiquement, j'avais progressé tellement vite qu'il n'y avait rien d'acquis. Et la raison pour laquelle je gagnais plein de matchs, c'est parce que bah ouais, j'avais engrangé plein de nouveaux atouts en fait dans mon sport, et que j'arrivais à mettre des choses en place, mais j'étais pas constant du tout. Il y avait un très bon match pour deux mauvais matchs, Ouais. mais bon, du coup, j'étais Mais pas du tout. tu sentais qu'il y avait Voilà, il y avait ce côté où j'avais encore plein de marge, et enfin, quand je regarde entre guillemets ma dernière année de lycée et 3-4 ans plus tard, après l'universitaire, j'ai rien appris techniquement en universitaire, mais par contre tennistiquement, j'avais plus rien à voir. Ouais. Parce qu'en fait, physiquement, j'étais meilleur, mentalement, j'étais bien meilleur. J'avais joué 4 années avec le bagage technique qu'on m'avait transmis. Ouais, donc Et t'étais du plus coup, constant. voilà, j'étais juste Plus un régulier. joueur complètement différent déjà. Ma question, c'était... je rétrograde un tout petit peu. Sur Internet, on trouve toutes tes infos personnelles, Ouais. sache-le. Y compris la ville où tu es né, enfin tout. Tout. J'ai tapé ton nom, Ah j'ai bah tout là. trouvé. J'ai donc vu également que tu as des frères et sœurs. 2 frères. 2 frères, Ouais. c'est ça. Il y a pas longtemps, j'ai écouté l'interview de Adjar sur Click. Et il parle du sacrifice financier de ses parents et du comparo qu'il fait avec ses frères et sœurs qui donc n'ont jamais eu l'opportunité de partir en voyage ou quoi parce qu'il y a eu le projet Adjar dans la famille. Est-ce que toi, il y a eu, étant jeune, une forme aussi de on mise tout sur celui-là Enfin, comment ça s'est passé par rapport à tes frères et sœurs? Jeune, non. Je me rends pas compte des coûts Ouais. financiers en fait que Les ça coûts engrange financiers sur- sont énormes. Ça, je pense qu'on en reviendra un Ouais. peu après, mais par contre, je veux bien que tu développes... De façon familiale, en fait, les parents ont soutenu mes frères comme moi-même de façon la plus merveilleuse possible. C'est qu'ils nous ont dit faites ce que vous voulez, nous on vous suit. Et donc moi, mon projet tennis, on savait qu'il y avait des coûts associés. Et dès le début, mes parents me l'ont dit que qu'il y avait des gros coûts associés. Donc ça rentrait dans le choix de me dire ok, est-ce que je veux devenir vraiment joueur de tennis, faire tous les sacrifices qui vont avec? Qui a eu la pression là-dessus ou pas? Ouais. C'est pas eux qui m'ont mis de la pression du tout, c'est moi qui me la suis mise. Vous avez regardé l'interview d'Adjar ou pas? Non, Non, Moi, pas j'ai pas vu encore. encore. Ok. Mm. Regardez-là parce qu'il parle de ça J'ai mis les et passages, mais il dit justement pas que entier, ouais. bah, exactement ce que tu viens de dire. Ouais. Je trouve ça très intéressant. Voilà. Et donc moi, je me suis mis une pression par rapport à ça. Les parents me l'ont jamais mise, mais m'ont toujours fait prendre conscience des coûts associés et de ce que ça représentait. Et ils m'ont toujours dit quelque chose aussi qui m'a toujours fait du bien, c'est que à leur façon, mes frères avaient leurs besoins et ils répondaient à leurs besoins de la meilleure des Ok. façons possibles Ouais. aussi. C'était partagé quoi. C'est que petit frère qui a fait une prépa, ça a des coûts associés. Mon grand frère qui est parti sur Strasbourg pour ses études, un double diplôme ingénieur architecte, ça a des coûts associés. Mais au-delà des coûts associés, ça a d'autres implications. Ouais. Et les Oui, parents ont c'est toujours qu'il y a voulu l'aspect mettre... financier, Voilà. évidemment, mais il y a aussi le soutien et Exactement. l'accompagnement. Et... Enfin, t'en Voilà. as déjà pas mal parlé, mais j'imagine que ouais, Et en fait, ils t'ont il y fait a- comprendre que le niveau d'accompagnement et de soutien était Pareil. en fonction des besoins de Voilà. chacun. Ouais. C'est dur d'être à leur place n'empêche. pousser- Tu dois tout équilibrer entre les Ils trois. font un travail incroyable.
On va trop leur poser la question. Ouais. Tu leur reposeras Ouais. la question. On en parle régulièrement parce que moi, je suis très, très, très heureux d'avoir la chance d'avoir des parents comme ça qui nous accompagnent tous les trois. Et puis quand on voit le développement de mes deux frères aussi, toi, tu les connais un peu, Jules, c'est vrai que on a vraiment une belle famille. Ouais, non, mais tu vois, en même temps, ça me surprend pas, mais c'est quand même cool de l'entendre. C'est que, en effet, je connais ta famille et je vois que, oui, il y a le projet d'Espen, mais c'est un projet parmi les trois et les trois sont des projets aussi importants, tu vois. C'est pas parce que Espen a pris une route que peu prennent qu'il faut absolument mettre les projecteurs sur cette route-là et les autres, ils prennent le petit chemin de terre à côté, quoi. Mais ouais, enfin, en tout cas, ça se ressent de l'extérieur, donc Ouais, non, c'est le cas. Et puis c'est vrai que, entre guillemets, moi, je rentre dans les années qui coûtent les plus cher. Dans mon projet tennis, jeune, ça coûtait de l'argent, mais il y avait beaucoup moins de déplacements. Et c'est globalement les déplacements qui coûtent très cher. Le matos, une fois que t'as deux raquettes à part faire. Ouais, Merde. surtout que, ouais, c'est ça. Surtout qu'en plus, le tennis, c'est un des sports où il n'y a pas de contrat. Énormément. Il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat. C'est-à-dire, il y a un dessin. Contrairement à un joueur de foot, je prends le foot comme exemple parce que tout le monde connaît. Un Dembélé, il va gagner, je crois, 18 millions par an. Il se blesse, il perd. Il gagne ses 18 millions. Il gagne ses 18 millions. C'est vrai que les tennisman, ils ne dépendent pas d'un club. On ne dépend de rien. Les golfeurs aussi, en fait. Les sports individuels. Ouais. Et ça dépend des sports. Mais parce que par exemple, l'athlétisme, je crois qu'ils sont raccrochés à d'autres. Ouais, mais ils sont raccrochés à des clubs. Ouais. Mais en l'occurrence, dans le tennis, tu perds premier tour. Admettons des qualifications au plein milieu de la Tunisie, tu gagnes 0. Et tu rentres chez toi, t'as payé. Ça sent le vécu, ça. Ouais. C'est mon quotidien. Pareil, je pense qu'on en reparlera un peu. Il y a des très belles victoires, des petites défaites, mais dans tous les cas, voilà. Qu'on revienne sur les États-Unis. Ouais. Ce que tu dis, t'as dit tout à l'heure, j'ai rien appris techniquement. Par contre, j'ai pris physiquement, mentalement, etc. Je veux bien que tu nous expliques en quoi les États-Unis t'ont permis d'évoluer là-dessus. Ouais. Plus que... Alors, je sais pas si c'est plus que la France, si t'étais resté en France, mais en quoi les États-Unis ont quand même parce que on l'entend partout, quoi. La culture américaine du sport. Alors oui, c'est sûr que techniquement, c'est pas forcément les meilleurs. Par contre, le mindset, il est énorme, quoi. Ouais. Le budget aussi, budget, ouais. Les infrastructures, les conditions et tout, ouais. En fait, la grosse différence, c'est que, bon, pour resituer un petit peu pour ceux qui nous écoutent, je suis parti aux États-Unis du coup en université, donc pour continuer les études et jouer au tennis en parallèle. Ce qui était sur le même principe qu'un sport-études, voilà, comme tu faisais jusqu'à présent. Que jusqu'à présent, en France, en études sup, ça n'existe pas spécialement. Il y a Dauphine maintenant qui a mis des choses en place. Il y a les STAPS qui ont mis quelques petites choses en place. Il y a des CNUT, des choses comme ça. Mais globalement, ça commence à se développer. Ce n'était pas le cas avant. Et du coup, une des options pour les joueurs qui n'étaient pas capables de jouer au niveau pro, mais qui voulaient continuer de jouer au tennis, c'était de partir aux États-Unis. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans. Il y a plusieurs divisions aux États-Unis. Division 1, c'est la meilleure, 2, 3, et ensuite ça part sur NCAI ou un truc comme ça. Du coup, moi, je suis parti dans une division 1, une école moyenne en termes de niveau tennistique. On était à peu près dans le top 100, un peu en dessous du top 100, donc on était aux alentours de 80 et quelques. Et donc pas une grosse univ, mais pas une univ non plus mauvaise. Et le coach m'avait recruté en me disant voilà, moi je cherche à créer une nouvelle équipe qui va faire des résultats avec des mecs motivés qui veulent jouer au tennis, parce que bon, la Nouvelle-Orléans, c'est bien connu pour la fête, c'est connu pour le jazz, la musique, et du coup c'était le cas avec les précédentes équipes, ça sortait beaucoup, c'était pas très focus sur le tennis, et donc le coach voulait changer ça. Un gars avec beaucoup d'expérience, il avait déjà 70 et quelques, mais par contre tennistiquement un bagage assez mauvais, et ça je m'en suis rendu compte très vite. Je suis arrivé là-bas, les premiers entraînements, je me suis dit mais merde, c'est qui ce peintre, putain, c'est qui ah, merde. je vais pas apprendre à jouer au tennis ici. Par contre les mecs avec qui je jouais étaient forts, et ça c'était le point motivant. Et on a commencé à jouer avec l'équipe, et je me suis très vite rendu compte qu'en fait techniquement j'apprendrais rien, mais j'avais déjà eu des échos qui étaient similaires à celui-là. Du coup ça m'a pas fait peur, parce que derrière, on avait le bagage physique, on avait le bagage entraîneur mental sur place qui nous aidait aussi. Et donc, je suis vraiment arrivé dans un monde nouveau, en fait. Je sortais de la maison des parents pour arriver tout seul avec des potes,
à jouer au tennis, à avoir 2-3 heures max de cours par jour. En plus, c'était facile, je me débrouillais bien de façon sur le plan académique. Et donc, en fait, j'avais du temps. Je pouvais m'entraîner autant que je voulais. J'avais des ressources infinies. J'avais une salle de muscu qui était magnifique. J'avais des terrains de tennis qui étaient splendides. J'avais des balles neuves à chaque entraînement. Le rêve, quoi. Le rêve. Ouais. Et du coup, à partir de là, je me suis entraîné tous les jours. On avait la saison de match et tout ça. Et là, en fait, j'ai pris goût au truc. Tu joues en équipe. T'es plus tout seul sur le terrain. Ça, c'est quand même quelque chose de différent. En fait, dans le Parce que là, tennis, c'est on est... université contre université, comme la Exactement. Coupe Davis, Ouais, quoi. voilà. Et chaque semaine, on jouait contre une nouvelle université. Et donc, en fait, on était simple et double. On faisait des matchs à gogo. La semaine, on s'entraînait. Le week-end, de temps en temps, on sortait. On allait faire la fête. Et belle vie, Ouais. finalement. Et donc... Ouais, et puis je veux bien aussi ouais. que tu développes ce truc de tu joues avec des gens, Ouais. enfin tu vois, tu joues en équipe. C'est ça. Ouais. Je pense qu'on pourra, J'allais revenir je sais là-dessus, pas, ouais. on va peut-être l'aborder maintenant, mais ce côté sport individuel, tu vois, tu dis tu pars tout seul, Ouais. parce que tu pars pas avec une équipe, quoi. À la base, toi, tu pars tout seul de ton petit patelin dans les Yvelines et tu t'arrives à la Nouvelle-Orléans. Et là, tu as pour la première fois ce truc de tu joues en équipe. Ouais. En équipe et Je veux bien contre que ton équipe. Ouais, On était 8. Il y a 6 joueurs qui jouent en simple, 4 joueurs qui jouent en double. ok. Non, pardon, 6 joueurs qui jouent en double aussi. Ok. 6 simples et 3 doubles. Et donc, il faut batailler pour sa place. On est 8 joueurs. Donc, pendant la semaine, il y avait des matchs entre nous. Ça se tirait la bourre, ça s'engueulait, ça s'insultait sur le terrain. C'était comme un match officiel. Donc, ça, exceptionnel. On s'embrouillait sur le terrain. Et puis derrière, après, on allait prendre un smoothie ensemble. Donc, ça, c'était sympa. Et puis derrière, venaient les matchs. Donc, ceux qui avaient mérité leur place jouaient. Et là, en fait, dès le premier point gagné, tu as toute une équipe derrière toi qui crie. Tu as le coach qui serre le point en te regardant droit dans les yeux. Et puis quand tu fais une victoire importante, tu as toute l'équipe qui te saute dessus. Quand tu arrives à la fin de la rencontre et que 3 matchs partout, qui va gagner le 7e match et là, tu gagnes le 7e match et on te saute dessus et tout le monde au sol, ça crie. Voilà, ça, c'est autre chose que le sport individuel. Ouais. Ce que tu retrouves à plus haut niveau, du coup, un peu dans le regard des spectateurs. Ouais. Tu vois des gens qui comptent sur toi, tu vois des gens qui ont envie que tu gagnes. Ok. Mais avant Mais ça, faut aller loin déjà. Faut aller loin, ouais. Et puis même, c'est au-delà, tu vois, tu as une petite équipe qui te suit, tu as ton coach, tout ça. Mais là, c'est vraiment une équipe avec des joueurs qui vivent la même chose, qui ressentent les mêmes choses que toi sur le terrain. Et ça, c'est différent. Ça fait du bien de se sentir épaulé à travers tous les matchs. Et ça fait des émotions qui restent à jamais parce que finalement, tu crées une nouvelle famille sur place, sachant qu'il y a des matchs qui ont plus d'importance parce que du coup, tu joues une sorte de... Tu vois les matchs par équipe, comment ça se produit un petit peu, voilà. C'est la même chose là-bas, donc tu as un championnat, et donc à la fin du championnat, tu as un tournoi qui départage les équipes de ta région, et quand tu gagnes ça, tu gagnes la reconnaissance avec une petite bague, enfin avec une grosse chevalière, l'accès au tournoi, voilà, les States. Et donc ça, c'est exceptionnel, et nous, on a eu la chance d'en arriver là. Justement, les 2 premières années, on n'a pas fait de gros résultats. Et puis du coup, cette période-là, du coup, les joueurs qui étaient un peu plus âgés finissaient leurs études. Et du coup, là, il n'y avait que l'équipe jeune. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai repris le capitanat de l'équipe. Parce que du coup, en universitaire, il s'est passé pas mal d'étapes. Mais j'étais moyennement satisfait de comment se passaient les choses. Parce que c'était pas assez sérieux niveau tennis. T'as fait 4 ans là-bas ? Ouais, 4 années. Ouais. Il y en a beaucoup qui transfèrent d'université. Et c'était quelque chose que j'avais hésité à faire. Et finalement, j'étais allé voir le coach. Je lui ai dit, écoute, moi, je veux qu'on réussisse. Donc, j'aimerais bien être capitaine. J'aimerais bien qu'on refasse en sorte d'organiser les entraînements différemment, de recruter des bons joueurs pour les années qui viennent, de faire une bonne programmation pour jouer des meilleures universités, pour avoir du meilleur niveau et progresser. Et le coach a été hyper ouvert d'esprit, ce qui est une grande chance et assez rare voilà, aux États-Unis, surtout avec l'expérience qu'ils ont dans le domaine. Et il m'a écouté. On était du coup 2 capitaines avec un autre Allemand avec qui on se tirait la bourre tout le temps. Et on n'était jamais d'accord. On n'était jamais d'accord, mais meilleur ami, meilleur ennemi. Et derrière, du coup, on a gagné la conférence cette année. La conférence, c'est le tournoi, tu vois. On a gagné la conférence qui n'avait jamais été fait dans l'université de toutes les années d'université. Là, vous êtes des stars. Voilà. Donc, on était les stars de l'UNIF cette année-là.
la bague, enfin, tout le tralala, les cérémonies, tout ce qui va avec. Et puis derrière, du coup, on a joué au National, qui est le plus gros tournoi. On a joué contre les Gators, où j'ai affronté d'ailleurs Ben Shelton, en double, voilà, là-bas, avant qu'il parte sur le circuit, du coup, à fond. Et puis l'année d'après, pareil, on a gagné la saison, et puis donc une autre expérience magnifique. Mais donc finalement, ce choix de rester dans cette université a été le bon pour moi, parce que du coup, ça m'a fait grandir en tant que joueur, mais aussi énormément en tant que personne. Ouais, c'est pas Et- tellement le choix, c'est comment tu t'as transformé ta décision en truc Ouais, positif. Parce ouais. que si t'étais pas allé voir ton coach et tu lui avais pas dit Mais ça, ce serait rien passé. il se serait rien passé, Ouais. tu vois. T'aurais pu rester et Ouais, complet. t'étais moteur Ouais. du changement, quoi. C'était la première étape, Chapeau, entre hein. guillemets, de mon petit changement de vie. Mental j'ai- aussi, du coup. Ouais. Parce que Ouais. Et Tu pour disais que t'avais revenir un préparateur mental? là-bas, ouais. Il y avait un gars qui nous aidait, qui nous aidait sur la prépa mentale. Mais surtout, bon, il y a eu quelques petites étapes un peu cruciales. J'en ai une récemment aussi, on en reparlera plus tard. Mais du coup, c'est vrai que ça, c'était un des premiers déclics sur le plan tennis et une des raisons pour revenir à la question initiale de comment j'ai progressé. Et ben en fait, tout le cadre a fait que j'ai progressé. C'est que j'ai grandi en tant que personne. J'ai pris 10 kilos parce que j'étais une brindille. J'étais la grande brindille, La tu grande vois. tige. Voilà, la grande tige. J'avais pris 10 kilos, j'avais pris de la confiance parce que mine de rien, tu es dans un milieu où tout le monde parle que de toi tout le temps. Quand tu sors, en plus, tu es européen. Pareil, Ouais, et puis tu gagnes. même en tant que personne. Et puis quand tu commences à gagner, bah voilà, ça parle. Et puis derrière, du coup, en tant Ouais, et que. puis même, j'imagine aussi la confiance de gagner, quoi. Ouais. Tu vois, Ouais. se dire. Après, il y avait beaucoup de défaites aussi. Ouais, mais, mais bon, le- au final, si tu vois, tu gagnes, La tu gagnes la conférence, conférence 2 années de suite. J'imagine que même, j'imagine que le déclic, il est aussi de se dire, ok, je suis J'ai fait capable ça. de gagner, tu vois. Ouais, complètement. Complètement. C'est des étapes importantes en tant que sportif d'avoir Ouais. des phases dont tu es fier et tu vois des accomplissements en fait. Ouais. Ça construit une confiance et puis des, des références dans le futur au moment où tu commences à douter, de te dire ok, j'ai déjà fait ça. Je peux me raccrocher à déjà ces choses-là parce que j'en suis fier et pas tout le monde l'a fait. Et ça, c'est important dans les moments où c'est un peu plus dur où tu commences à enchaîner des défaites, tu perds un peu confiance. C'est important d'avoir ces échéances-là qui te ramènent à une réalité un peu plus objective. Et après, tu reviens en France? Et après les US, je suis revenu en France. Ouais. Donc tu fais 4 ans là-bas. Pareil, même question que. Je suis désolé, on peut pas passer 10 000 ans sur chaque étape parce que sinon on est à 3 Ça va heures. être- Mais ouais. tu fais tes 4 ans. Même question qu'après le lycée, c'est bon, bah maintenant que ce nouveau cycle est Voilà. terminé, Nouveau cycle. genre Qu'est-ce qui se c'est. passe? Ouais, Ouais. tu vois. Là, pour le coup, t'as Bah là- vraiment rien d'obligatoire. Ouais. Ouais. Donc là, j'en ressors avec mon diplôme. Let's go. Voilà, Félicitations. déjà. J'ai mon diplôme. Sur le principe, je m'en foutais, mais il était important. Parce que c'était ma sécurité, entre guillemets, pour le futur. Moi, je le voyais comme ça. Et puis, c'était une étape de fini et du coup, une qui allait commencer. Parce que mon objectif, depuis tout le temps, c'était de jouer dans le milieu professionnel. C'était pas d'avoir un diplôme, c'était pas de jouer en universitaire. Je voulais pas m'arrêter là. Je voulais jouer au tennis sur le milieu pro. Je suis revenu des US, même discussion avec les parents. Bon, alors on fait quoi? Et même réponse, on fonce dans le tas et on va jouer, on se donne les chances. J'ai du coup pris cette décision en accord avec eux de jouer professionnellement. Et donc ça implique une base d'entraînement quand je suis en France et une programmation de qu'est-ce que je fais comme tournoi? Est-ce que je me lance direct à l'international? Est-ce que je rejoue en France pour voir un peu mon niveau? Qu'est-ce que je fais? Et là, nous, on a pris la décision de mixer un peu les deux, de jouer en France et à l'international, de continuer de faire augmenter le classement français, de faire augmenter le classement international si on peut, et de tâter le terrain, en fait, de comprendre le milieu, parce que mine de rien, moi, je connaissais personne qui jouait. Ouais, c'est ce que j'allais joueur dire, pro, c'est tu vois. que. Ouais. C'était tout nouveau pour moi. Et donc, je me suis raccroché à une académie qui est pas très loin, qui s'appelle Smash It, avec qui je bosse encore. Et donc, des partenaires d'entraînement qui jouent le circuit, des coachs
qui ont déjà vécu le circuit. Et là, à partir de là, c'était une gestion de programmation, on continue de progresser, et puis en avant. Ouais, en avant. C'est parti. Ouais, parce que t'as commencé à y répondre, mais tu connaissais donc personne dans le milieu, quoi. Jusqu'à présent, t'étais encadré dans un cadre scolaire, etc., machin. Comment là, toi, tu prends tes décisions de te dire, ok, il faut donc que je me trouve une académie. Je veux bien que tu t'expliques un peu le rôle de l'académie dans tout ça. Comment tu t'entoures aussi du coach? Est-ce que c'est toi qui fais le choix? Est-ce qu'on te l'en propose? Est-ce qu'il y en a qui viennent te rencontrer? Enfin, tu vois, comment tu te construis petit à petit une équipe? Parce que ce que tu disais tout à l'heure, c'est que oui, c'est un sport individuel, mais mine de rien, tu es quand même toujours un peu entouré d'un kiné, d'un coach, de partenaires d'entraînement, etc. Et j'imagine que l'académie a quand même un rôle important là-dedans aussi. Ouais. Complet. Ils fournissent tout? Non. Ok. Comment tu Oui, fais non. pour t'entourer? Euh, Comment t'as fait? En fait, ce qui Comment s'est tu fais passé, c'est que toujours pendant l'universitaire, j'avais 2 périodes où je revenais à la maison, l'hiver et l'été. Et donc pendant ces périodes-là, à l'époque, le club où je m'étais formé ne répondait plus aux besoins que j'avais, qui étaient d'avoir des joueurs meilleurs que moi pour m'entraîner. Ça, j'avais plus ça. Et donc, j'avais eu des sources de la part d'un ami qui m'avait dit, bah, viens t'entraîner, fais une semaine test ici, tu verras, les coachs sont trop cool, les joueurs sont bien et tout ça. J'étais venu en été, et puis à partir de là, quand je revenais du coup des US, je m'entraînais partiellement à l'académie. Donc c'est comme ça que j'ai découvert. Derrière le choix de revenir, quand je suis revenu en France, de où je m'entraîne, pareil, je me suis dit, je vais déjà m'entraîner à l'académie, le temps de voir un peu ce qu'il en est. Et il s'avère qu'il y a d'autres joueurs qui sont arrivés, des mecs plus forts que moi, et donc ça répondait complètement aux besoins que j'avais d'avoir des coachs physiques, donc un entourage entre guillemets sur le plan tennistique qui était bien fourni, et l'accès à des kinés. Donc pour répondre un peu à ta question, oui, ils fournissent tout dans le sens, il y a des coachs tennis, des coachs physiques, là maintenant on a des kinés, on a même un coach mental à la CAD, et on bosse aussi avec une ostéo qui nous aide, donc on est super bien lotis là-dessus. Et du coup, bah, moi j'ai continué de m'entraîner avec l'académie. Ça s'est super bien passé, et donc depuis, bah, en fait, c'est les mêmes questions qui se posent à chaque fois. C'est est-ce qu'il y a assez de joueurs? Est-ce que je continue de progresser? Est-ce que je me vois progresser dans le futur à cet endroit-là avec les coachs et avec les moyens qui sont mis en place? Est-ce que je peux me permettre financièrement aussi de rester ici? Ça t'y est toujours du coup à l'académie? J'y suis encore, ouais, Ok. exactement. Du coup, ça doit faire 2-3 ans. Ça fait ouais, 2 ans, Ok. plein. Et, Ok. hmm. Mon Dieu. Comment il a fait Alcaraz, ce gros bâtard là? Bah après, il y en a qui ont des Ça dons. va vite, hein. Non, Il mais y en a gros, qui, bah, qui sont vraiment c'est ça. doués, quoi. C'est... en fait, c'est comment tu vois le talent dans ton sport? Parce qu'il y a des mecs, c'est inné quoi. Enfin, comment tu vois la différence talent versus travail? Pour moi, le talent, c'est pas quelque chose. En fait, pour moi, tout le monde a du talent, tu vois. Dans le milieu tennistique, en tout cas, je considère que tout le monde est très talentueux. Maintenant, le talent, ça se jauge à quoi, tu vois? Est-ce que tes prédispositions physiques, c'est un talent? Est-ce que, tu vois, pour moi, ça l'est en partie, tu vois, parce que un mec comme Alcaraz, il est talentueux parce que bah, physiquement, il est au-dessus. Déjà depuis petit, il a toujours été monstrueux physiquement, mais au-delà de ça, il a une vision de jeu, il a tout ce qui va avec. Toutes ces choses-là, ça lui a été, enfin, entre guillemets, en le travaillant, ça s'est développé. Et oui, il a des prédispositions, tu vois, à réussir ces choses-là. Ouais, c'est en enrichissant les Mais prédispositions voilà, pour moi, on enrichit son talent. ouais, En gros. pour moi, c'est un peu ça. Ok. C'est que je pense que en fait, on est tous, tu vois, moi, je considère que je suis un des très, très, très bons serveurs. Parce que est-ce- c'est très 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 grand. Je suis grand, mais En dans le partie. milieu de Non, mais ça tennis, ouais, mais finalement, tennistiquement, il y a des mecs plus grands que moi, il y a des mecs plus forts que moi, mais il y a des mecs qui servent, enfin, aujourd'hui, dans le top 300, il y a des mecs qui sortent vraiment beaucoup moins bien que moi. Alors C'est-à-dire que, Pardon, je rentre Ouais. un peu dans le sujet, mais Ouais, comment mais ça, ils servent moins bien que toi? c'est Ça que va moins vite, c'est moins bien placé. exactement, c'est qu'en termes de régularité, en termes d'efficacité sur cette frappe-là, je suis bien meilleur. Par Le contre, pourcentage après, de jeux servis gagnés. voilà, en l'occurrence de pourcentage tu vois, de réussite Première balle. grâce au service, entre guillemets, si tu prends que les points gagnés grâce au service et les points perdus à cause du service, je serais bien meilleur. Par contre, le fait d'avoir tous les autres aspects du jeu font que aujourd'hui ces mecs-là sont 300, moi je suis 1600.
C'est ça la différence aussi. Mais donc pour moi, voilà, est-ce que je suis T'as ton talentueux au classement service? précis en tête ou pas? Ouais, je suis 1649 là en ce moment. Bien, ouais. Ouais, il est tombé il y a quelques jours. Le 29 septembre 2025. Ouais, c'est ça. Tu le regardes souvent, ça? Non, Non? non, non. Non, Quand parce on a que regardé, t'étais plus haut. 1800. Ouais, c'est ça. Ouais. On a regardé, on l'a écrit il y a 2 semaines. je Parce crois, que je reviens de Turquie, et j'ai repris des points là-bas en Turquie. J'ai repris un point en Turquie. Ok. Et donc voilà. Entre le moment où tu as écrit et le moment où, Dans le tournoi, quoi. où on tourne, il y a eu un j'ai tournoi. fait 3 semaines de tournoi et j'ai pris un point en plus. Donc c'est ça qui a fait que maintenant je suis 1650. Parce que, pareil, moi, toujours sur cette question de talent, enfin, non, ça n'a pas grand-chose à voir, mais enfin, moi, il y a un truc que je me suis toujours demandé dans le tennis, c'est à quoi sert le coach? Non, mais tu vois, je me C'est dis, une bonne question. non, mais, Ouais. Pourquoi? bah, en fait, c'est toi qui joues, tu vois. Ouais. Jusqu'à présent, jusqu'à il y a un an, le coach, il était en tribune, il disait pas un mot, tu vois. Donc Ah, pendant les matchs, tu veux dire, à quoi non, il non, sert? mais même de manière générale, parce que en soi, t'as besoin de quelqu'un qui joue ton niveau en face de toi. Un mec de 70 ans, tous mes respects, s'il a une brillante carrière, mais face à un mec de 22 ans, en entraînement, à part t'envoyer la balle pour te faire enfin, tu vois, réciter tes gammes, tu vois, genre, j'imagine qu'il a un intérêt, sinon il n'y en aurait pas, mais c'est quand même, tu vois, genre, pour moi, c'est pas aussi évident qu'un coach de basket qui a une supervision globale d'une équipe, Tactique. Ah, plus tactique, etc. D'accord. Bah, oui, évidemment tactique, mais même dans le, tu vois, genre, pourquoi tu prends Dans la pas genre gestion, 3 ans Ouais, après, tu vois, au basket, les mecs, ils ont des coachs personnels aussi. Mm. Pour améliorer leur technique, pour... Ouais, En fait, oui, je pense oui, que oui. il sert surtout à ça. Il sert surtout à améliorer la technique. Il y a de la stratégie au tennis. Enfin, on a tous les trois fait du tennis. Ouais. Moi, j'ai été classement 200 mondial, par exemple. Et on sait qu'il y a de la stratégie aussi. Non, non, mais Énormément de en fait, stratégie. c'est pas dans le sens Genre, à le quoi il sert en contre-pied sur la mode. terre battue, le Gavis là, merde, ça c'est fou, hein. Merveilleux. Non, mais dans le sens, c'est pas à quoi il sert, genre en mode il sert à rien, mais c'est qu'est-ce qui t'apporte Quel est réellement. son rôle, ouais. Tu Ouais, vois. ouais. Non, c'est une super question, honnêtement, parce que moi, je trouve que c'est là qu'on différencie un bon coach d'un mauvais coach. Et c'est ma définition d'un bon coach, c'est que c'est le coach qui va développer le joueur dans sa façon de jouer. C'est que pour moi, les coachs qui développent des joueurs dans une façon de jouer, c'est pas les meilleurs coachs. Les coachs qui développent le joueur dans sa façon de jouer, ça, c'est le bon coach. Et aujourd'hui, pour moi, c'est là où c'est important d'être bien accompagné. C'est que au-delà d'un apport technique, on sait tous jouer au tennis, tu vois. Enfin, Tu vois, c'est un peu ouais. ça, c'est que arrivé à Finalement, un certain niveau. voilà, de façon un peu grotesque, on sait tous jouer au tennis et caricatural. Par contre, aujourd'hui, ça va être le coach qui va, si je prends ne serait-ce que les entraînements d'aujourd'hui que j'ai fait. Aujourd'hui, bah, on a bossé sur une frappe dans la course où on voit qu'en match, globalement, une fois sur deux, je la rate. Et c'est une frappe hyper spécifique, tu vois. Mais moi, je m'en rendais jamais compte de cette frappe-là parce que pour moi, elle fait très très peu partie des frappes que je vais retrouver en match. Mais en fait, statistiquement parlant, elle m'arrive au moins une dizaine de fois. Et 10 points dans un match, c'est énorme. Et du coup, j'en perds 5 sur 10. Cette frappe-là, pour moi, je ne l'ai jamais identifiée, mais le coach, il était là pour me dire, tu vois, à chaque fois que tu fais cette frappe, bah, putain, physiquement, tu fais pas ce qu'il faut. Ouais. Tennistiquement, tu fais pas ce qu'il faut. Et du coup, là, tu avais cet apport technique, tactique, et du coup, vraiment cette observation aussi physique de ce qui se produisait. Ça, c'est quelque chose que le coach m'apporte. Aujourd'hui, le coach m'apporte aussi, tu vois, une compréhension de qui est Espen tennistiquement, tu vois. Moi, je me suis toujours dit, ok, bah, moi, je suis un joueur qui est bon au service, je suis bon à la volée, je suis un joueur agressif. Merci, entre guillemets, tu vois, c'est merci, au revoir. Aujourd'hui, avec le coach, le boulot qu'on fait, c'est ok, Espen, c'est ça c'est la globalité. Par contre, derrière, c'est les schémas forts, les schémas un peu plus faibles. Où est-ce que je veux emmener le match? Quelle est l'attitude que je veux dégager pour mon adversaire, tu vois, quand je rentre sur le terrain? Est-ce que je veux être plutôt froid? Est-ce qu'au contraire, je veux avoir beaucoup de présence, crier sur tous les points, m'encourager, dégager beaucoup d'énergie? Qui est Espen, tu vois? Et ça, pour moi, c'est ça le rôle du coach. C'est de développer le joueur dans sa meilleure version à lui. Oh, t'es froid ou t'es chaud? Moi, je suis froid. Ok. Ouais. Mais c'est décidé parce Ouais. que c'est comme ça de base ou parce que l'autre version n'est pas naturelle? C'est parce que aujourd'hui on a fait des choix
en accord avec prépa physique, mental et tennis, avec les 3 coachs du coup avec lesquels je bosse. Enfin les 3. Il y a plus de coachs, mais mes 3 coachs référents. Et aujourd'hui, je parle de moi en disant le Espen et pas je. Mais Ouais, le joueur. Ouais, le Espen sur le terrain, je trouve qu'il fait beaucoup plus peur quand il montre peu d'émotion, quand il montre de la présence à travers des actions. Et contrairement à certains joueurs qui sont très très vocaux voilà, très expressifs, qui ont besoin de crier, qui ont besoin même d'extérioriser les frustrations, tout ce qui se passe. Moi, globalement, entre les points, c'est pas un sourire, pas une grimace. Le but, c'est de pas donner d'infos. Et puis moi, je sais que de par la carrure que j'ai, j'impose déjà une certaine présence. Et donc, le silence couplé à mes intentions de jeu qui sont hyper agressives, donc très très puissantes dans l'ensemble, c'est un compromis qui moi me parle, d'autant plus que je suis quelqu'un d'assez stoïque et qui aime cette mentalité stoïque. Ça se sent que tu as développé du coup des clés mentales Ouais. là-dessus. Parce Et que, puis des connaissances sur Ouais. moi-même en fait. ouais, pour avoir fait 12 ans de tennis, moi j'avais un mental à chier, putain. En vrai, j'étais bon, mais le truc où j'étais nul, c'était le mental. Et je me souviens, je fais beaucoup de golf aussi, où en fait, c'est quasiment que des sports qui sont mentaux, quoi. Parce qu'en fait, la technique, une fois que tu as répété le geste 1500 fois, tu sais le faire le coup droit. Et c'est juste c'est quoi les clés que tu as développées, toi, mentalement, pour au moment où tu sens que le match t'échappe, au moment où justement tu es en puissance et tu te dis, ok, là, faut pas que j'emballe. La pression, moi je me souviens, la pression de la balle de match, où tu sais qu'au bout de ton service, tu as la balle de match et la peur de gagner, tu vois. Comment t'as bossé dessus? C'est un apprentissage de gagner. Ça, mais au même titre que la défaite fait apprendre aussi. Mais en l'occurrence, pour moi, le mental, ça se traduit sur plusieurs prismes. Pour moi, tu as tout ce qui est lié aux peurs, au stress. Tu as tout ce qui est lié un peu performance. Mais tu as aussi tout ce qui est lié à l'identité de la personne et du joueur. En l'occurrence, ce dont on vient d'évoquer à l'instant. Et donc, pour moi, c'est vrai que le plus important, et encore une fois, c'est mes clés à moi, parce qu'elles sont, je pense, propres à chaque joueur. Ah, évidemment. Voilà. Mes clés à moi, c'est de me refocus sur l'identité. C'est qui je suis en tant que joueur et où est-ce que j'excelle et qu'est-ce que je cherche à faire. C'est l'identité et les intentions. Pour moi, un moment où tous les points du match, en fait, déjà, c'est reset et qu'est-ce que je cherche à faire. Quelle est mon identité de jeu et quelles sont mes intentions. Mes intentions, ça va être quelque chose d'aussi basique. Enfin, pardon. Je vais différencier entre le plan et les intentions. Je vais avoir mon plan global qui va être, je dis n'importe quoi, je sers à plat ôté, et puis derrière, je veux faire très mal sur le coup droit, sur le +1 qui arrive. Ça peut être mon plan. Par contre, les intentions derrière, j'en ai reparlé l'autre jour avec mon coach mental, c'est quoi les intentions? Ça va être, pour réussir chaque étape de ce plan, qu'est-ce que je dois mettre en place? Et ça permet de faire pour moi un vide, de ne pas m'attacher aux émotions, de ne pas m'attacher aux doutes, aux Ouais, que ça craintes. devienne presque mécanique, quoi. Ouais, d'une Enfin, certaine façon. Moi, j'ai besoin mécanique. d'avoir énormément de réflexion. Ouais. Donc, je garde cet aspect très Avant réflectif. de servir? Enfin, Ouais, avant de ouais. commencer un peu. Ok. Je garde cet aspect très réflectif parce que moi, ça me cadre. Et en fait, je sais que sinon, mes pensées partent n'importe où. Et du coup, je me concentre sur « Ah merde, j'ai perdu ce point de cette façon. Mince, techniquement, je dois corriger ça. » Alors que, L'opposé de l'instinct, quoi. voilà, il faut être dans l'instant présent et dans le moment. Et donc, pour moi, ça se traduit par les intentions de jeu. Qu'est-ce que je veux faire et suivre ces intentions de façon les plus claires et précises et efficaces. Moi, c'est ce qui m'aide. Et puis, du coup, donc ça, c'est un des prismes. Un autre, ça va être la gestion du moment, comme tu l'as dit, la peur de gagner. Ça, c'est quelque chose qui se... Mais qui se travaille? Ou c'est l'expérience? Alors, d'une certaine façon, ça se travaille dans la mesure où, tu vois, à l'entraînement, tu peux toujours simuler des situations. Elles seront jamais similaires, mais par contre, tu peux... Quand on faisait des cours de basket, des trucs de basket. Oui. 3, 2, 1. Ouais, exactement. Finalement, tu vois, tu peux mettre... c'est bête, hein, mais tu mets en jeu le repas du midi. Ouais. Tu vois, sur un tie-break, tu mets en jeu le repas du midi. Et bah là... Crois-moi, tu l'as envie de te gagner ton t'as envie d'avoir ton Pokéball gratuit. tu vois. Mais donc ça se travaille d'une certaine façon. Après, l'expérience, comme tu as dit, c'est une énorme part de ça aussi. C'est que finalement, quand tu te retrouves confronté à une situation sur le moment, bah, c'est toujours plus facile de l'avoir déjà vécu 2-3 fois.
plutôt que la première fois que tu la vis. Et puis après, encore une fois, je pense qu'il y a vraiment des expériences personnelles, de vie tout court, qui font grandir et qui font gérer des moments de façon différente. Moi, j'ai un tatouage au poignet qui me rappelle une histoire avec mon père. Et cette histoire, pour moi, c'est synonyme de si tu as peur de faire quelque chose, tu dois le faire. Voilà, ça c'est mon histoire avec papa. Ça veut dire, chaque fois que j'ai peur, c'est un indicateur de l'action que je Ça dois veut dire prendre. qu'il faut que tu y ailles, Voilà. ouais. La peur de gagner, je me suis retrouvé en Turquie pour gagner mon premier point ATP. Après 1 an et demi de cravache à pas réussir à avoir un point ATP, je joue la tête de série 2 du tournoi. Il est 600e mondial. Sur le papier, je ne dois pas gagner. Je mène 6-0, 5-1. Et là, c'est à moi de servir. Putain, j'ai la crotte au cul. C'est marrant parce que Faut finir le le jeu match. d'avant, ça va, tu vois. Ouais. Mais dès qu'il. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, j'avais un peu ça au tennis. Surtout que je démonte le gars, tu vois. Ouais, Le mec est bah, 600. ça fait Oui. 2 heures, il se fait broyer. Ouais. Enfin, même pas, ça fait Même 1 pas, heure et demie, il se fait broyer. 50 minutes Ouais. qu'il voit pas le 45 jour. minutes, je le défonce. Ouais. Il est 600e mondial. C'est lui Pour qui a moi, le c'est. mental brisé. Ouais. Et c'est moi qui ai peur. Et à ce moment-là, j'ai eu ce déclic de me dire, mais tu as peur, mais en fait, tu vois, la peur, pour moi, c'est un indicateur d'une action à prendre. Et donc, c'est ma façon de voir les choses. Quand j'ai eu une peur, je me dis, ok, j'ai eu une indication de là, tu fonces. Et du coup, sur première, j'envoie la sauce. Sur deuxième service, j'envoie la sauce. Si je fais une double, c'est pas grave, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et derrière, je gagne le match. Je prends mon premier point. Mais, ok, donc là, il y a l'enjeu pour le point. Est-ce que, hors point, hors compétition, là où c'est dur de gagner, c'est quand le match il est hyper serré. C'est ça le plus dur. Du coup, est-ce que tu as un exemple? Parce que là, du coup, là, tu le broies, le mec il passe clairement une mauvaise heure et demie. Est-ce que tu en as d'autres des anecdotes? Ouais, complet. Des exemples. Ne serait-ce que il y a quelques semaines, là, donc entre le moment où tu as écrit le podcast et le moment où on tourne ça, j'ai été du coup en Turquie à nouveau pour faire des tournois. Je me retrouve à gagner tous mes tours de qualif, parce que ça, bon, on va repasser là-dessus, j'imagine plus tard, mais il y a des tours de qualif, ensuite de tableau principal. Bref, j'arrive au tableau principal, je joue contre un mec à ma portée, 1100e mondial. Je me dis, bon, 1200 d'ailleurs, mondial, et je me dis, un Turc, je peux vraiment gagner contre ce mec-là. Je gagne le premier set, je suis plus 6-3, un truc comme ça. Deuxième set, je me fais breaker bêtement dans le début du deuxième set, et là, je fais la course un peu derrière lui pour gagner pour ce deuxième set. J'arrive jamais à faire la diff et à revenir dans le set, du coup, il prend le set. Et là, tu vois, tous les regrets, parce que c'est de ma faute. Je me suis fait breaker bêtement, tu vois, c'est pas... C'est pas lui qui a été meilleur, c'est toi qui as commis une erreur. Je suis un gros serveur. Aujourd'hui, quand je me fais breaker, c'est souvent de ma faute. C'est sur les jeux où, entre guillemets, j'ai le plus de contrôle que je perds le jeu, là. Ça m'a frustré. Et là, du coup, ce moment-là, c'était, ok, qu'est-ce que je fais? Je me suis posé, j'ai pris ma serviette, j'ai pris mes boissons, j'ai fait mes rituels, tout ci, tout ça. Et puis là, c'était le moment de repartir pour le troisième set. Et du coup, ce troisième set... est-ce que je joue comme le deuxième ou est-ce que là, pour le coup, je refais ce qu'il faut faire? Et moi, ce qu'il faut faire, c'est, encore une fois, je me rattache aux intentions de jeu et à mon identité. Et aujourd'hui, du coup, la place au stress, il n'y avait plus de stress, tu vois, je suis dans le moment, j'ai l'adrénaline, j'ai des choix qui sont clairs, j'ai pas d'idées parasites. Je sais que au service, voilà, mon focus, c'est sur l'intensité. Mon focus, ça va être sur cette intention de jeu, sur cette zone, sur cet enchaînement-là. Mes intentions sont claires, j'ai plus le temps, entre guillemets, d'avoir un stress quelconque, ça je le sens pas à ce moment-là. Par contre, au moment où du coup je mène avec un break dans le troisième set, et que là, je sais que je me suis déjà fait breaker dans le match, donc le gars il a la capacité de me breaker. Par contre, si je joue bien les choses, c'est moi qui peux finir le match. Et du coup là, le stress remonte, mais c'est là où justement tu te raccroches à nouveau aux intentions, à ton identité, à des schémas réflectifs et à des choses qui te parlent, qui font te dire, ok, là je suis en contrôle en fait, on est dans mon espace tennistique. Dans ma routine. Voilà, on joue dans ma musique. Ça joue fort la routine. Ouais. C'est ma musique à moi, c'est pas sa musique. C'est flippant, rien. Ouais, C'est trop flippé. Non mais c'était une question que j'avais aussi, c'est j'ai un peu l'impression là quand tu le racontes qu'il y a presque un dédoublement de personnalité, tu vois, que t'es pas le même sur un cours de tennis pendant un match que en dehors du cours. Ça se matérialise comment? Tu disais, tu vois, il y a des routines, t'arrives à mentaliser tes intentions, ton plan de jeu, etc. C'est calculé
ce côté je suis plus le même gars à partir du moment où je passe la porte du cours, ou c'est instinctif, naturel, tu vois, presque animal, ce truc de je suis plus le même, quoi. Il y a les deux. Je vais toujours dire qu'il y a les deux. Ouais. Un peu de choses Oui, près. non, mais Toutes les j'imagine. questions, ça arrive tout le temps. Mais ça fait partie de moi. Et en l'occurrence, c'est Ouais, mais enfin, tu instinctif. vois, genre, juste, il y a les deux. Je connais des gens, alors pas à ton niveau, pas à un niveau de sport comme tu le pratiques, tu vois, mais je sais qu'il y a des gens, ils ne le maîtrisent pas, ce côté dédoublement, tu vois, c'est plus fort qu'eux. Donc, mais j'imagine que tu as quand même moyen de le maîtriser, ou en tout cas de te dire, ok, ben, je sais que je suis comme ça, et en plus de ça, je vais aller rajouter, en plus toi qui a besoin d'une réflexion, ce truc de dire, ben, je vais encore plus me mettre dans cette zone-là, quoi. C'est exactement ça. Tu as vraiment dit ce qu'il fallait dire. C'est il y a qui je suis de base, et du coup, il y a le personnage que je crée autour de qui je suis. Et donc, on a parlé tout à l'heure de est-ce que je suis froid ou chaud sur le terrain. Ça, c'est quelque chose que je travaille, que je fais quotidiennement, mais à la base, c'est aussi qui je suis. Je sais que je suis quelqu'un de plutôt posé dans la vie de tous les jours. J'aime, Ouais, t'es pas un tu vois, extraverti. voilà, j'aime bien être tranquille, j'aime bien être calme, j'aime avoir cette présence un peu froide et stoïque. Donc c'est qui je suis. Par contre, je la pousse à des extrêmes bien plus lointaines dans le tennis et je le travaille. Parce que du coup, on cherche à créer ce personnage qui va m'aider moi et qui va aussi affecter mes adversaires d'une certaine façon. Donc finalement, c'est très instinctif parce que ça part de qui je Ouais, de suis. qui tu es. Et il y a même beaucoup de matchs où en fait tu te retrouves à plus être du tout dans un personnage parce que tu es dans le moment, tu es dans le... T'as pas le temps de penser à ton personnage justement quand tu es en gros stress, que tu as des... que sur blessure, tu te dis voilà, là, je mets la tête de côté, il faut juste que je me batte et que je gagne. Et bah là, pour le coup, ça m'arrive au contraire de crier à chaque point, tu vois. Et c'est l'instinct qui reprend le dessus, mais c'est pas quelque chose du tout de contrôlé. Et ça m'arrive sur un match, sur les matchs d'après, je vais revenir à qui je suis de base. Et là, tu vas pas te dire, oula, je suis en train de perdre Non. le contrôle, est-ce que je crie, parce que Non. je suis plus dans ma strate. Ça m'arrive, Ouais. parce que Que c'était ma justement... question d'après, c'est Ouais. est-ce qu'il y a Est-ce que un tu reprends le moment où contrôle, t'as ouais. perdu, est-ce que t'as Ouais. t'as des moments en tête Ouais. où t'as complètement perdu ce contrôle-là et Est-ce que t'as pété des raquettes? et complètement pété des plombs, mais en mode genre là pour le coup c'est l'instinct et le non contrôlé qui a pris le dessus, tu sais pas pourquoi. Ça arrive tout le temps. Ouais. Finalement, le deuxième set que je perds du match que j'ai évoqué, je suis plus dans le personnage que je cherche à avoir, je suis plus dans le présent, tu vois, je suis dans un moment, entre guillemets, où je suis spectateur de ce qui se passe tout en étant l'acteur principal du match. C'est fou parce que même tu vois à mon niveau, je pense que n'importe qui a fait du sport, j'ai l'impression que c'est quand même assez Ouais. spécifique au sport. Peut-être cinéma, théâtre, mais j'ai l'impression que c'est très spécifique au sport. Mais je vois très bien ce truc de ce moment où tu perds le contrôle et tu as l'impression Ouais. de plus contrôler ce que tu fais. Que C'est ça. tu te vois toi en train d'agir alors que c'est pas du tout ce que tu as envie de faire. C'est je la crois que- théorie de la zone, quoi. Ouais. Tu dis un gars Ouais, qui ouais. rentre dans la zone, bah en fait, dès que tu perds le contrôle, c'est ce qu'il en sort, quoi. Ouais, d'une certaine façon. Et je crois que c'est Adjar justement qui disait ça je crois que c'est un des passages que j'ai vu de son interview, où il parlait justement du fait de rester. Alors est-ce que c'était lui? Bon, je sais plus si c'était lui, mais bref. Qui parlait du fait de rester conscient en fait des actions que tu fais. C'est que c'est très très rapide de tomber dans une routine et de plus faire consciemment ces routines, tu vois. Il y a cette différence Ouais. où tu C'est fais hyper une intéressant. routine et le moment où tu subis une routine, tu vois. Et comme dans une discussion, tu peux avoir des discussions avec des gens et être hyper impliqué, tu vois. Je te vois l'implication. Ouais. Mais inversement, on aurait pu avoir la même discussion, mais juste 10 secondes plus tard, ne plus se souvenir de ce qu'on a dit. Et je pense que cette implication mentale, finalement, c'est un vrai reflet de ce qui peut se passer d'une autre façon dans le sport quand on est dans ce moment-là, en fait, tu vois. Et donc, ça arrive tout le temps de perdre un peu le fil directeur. La conscience. Voilà, finalement, c'est de la conscience, c'est d'être dans le moment présent. Et ça, nous, on en parle tout le temps dans le sport, tout le monde en parle, c'est d'être dans le moment présent. C'est vraiment réussir à être focus sur les intentions, sur ce qui se passe maintenant, Ouais, ni ce qui conscientiser, s'est- voilà. réaliser ce qui se passe, quoi. ni ce qui s'est passé et ce qui va se passer, mais vraiment ce qui se passe dans l'instant présent. Donc, c'est des choses qu'on travaille, C'est quoi. l'hyper-concentration. Ouais. C'est Ouais. l'hyper-concentration. Et puis de la connaissance de soi, finalement, Ouais. aussi, beaucoup.
Je veux bien on va repartir sur le côté un peu extra sportif, mais j'ai quand même envie qu'on explique. Moi, je veux parler de 2 heures de Ouais, mental. sportif. Non mais oui, évidemment. Ah ouais, Mais là, t'as trouvé la bonne personne. Ah, les clés, non, mais les clés mentales. mais, C'est- Ouais, fascinant. Je dis juste parce que j'y ai pensé tout à l'heure, je vais juste te dire. Est-ce que du coup, je t'ai demandé, est-ce que tu avais des clés mentales? Je sais par exemple que le Florent Manoudou, lui qui était grand nageur et qui, d'un moment, on a eu un peu marre de. Il arrivait pas à progresser, en fait, il explique. Je regarde beaucoup de vidéos là-dessus. Et il dit, bah, avec mon coach, on a travaillé sur une clé mentale. Il m'a demandé, donc Manoudou qui faisait le 50 mètres crawl, c'est quand le moment où tu te sens plus puissant? Et il dit, bah, moi, c'est quand je suis sur le banc de développé couché et que je soulève 150 kilos. Là, je me sens puissant, tu vois. Et du coup, après, il a développé une clé mentale qui fait que quand il se met sur le plot, merci, j'allais dire le podium, sur le plot, il pense à ça, il débloque la clé mentale et du coup, son cerveau switch et se met dans un état de concentration extrême et l'adrénaline se déclenche d'un coup. Complètement. Ça te parle complet. Ouais. Est-ce que tu en as ou pas? J'adore. À ma façon, oui. Ok. Pas comme lui, aussi consciente de ces choses-là. Parce que lui, c'est hyper court. Ouais. 50 mètres Ouais, ouais. crawl. C'est Quoi, voilà, c'est c'est 1h30, la 2 heures, différence. 2 heures et Ouais. demie de C'est que concentration. nous, en fait, le tennis, c'est un jeu de concentration-déconcentration. C'est qu'il y a des phases où il faut être concentré, mais l'humain n'est pas capable de se concentrer pendant 2 heures d'affilée. Ouais. C'est Il impossible. n'y a pas de mi-temps. Non. au tennis. Il n'y a que les interruptions breaks. pour aller se poser au banc. Ouais. C'est 1 minute. Et 1 minute, ouais. Un peu de choses près. Et 24 secondes entre chaque point. Donc, tu as 20 secondes entre les points et tu as 1 minute pour te poser au banc. Donc, après, c'est chacun gère à sa façon son banc, ses entrepoints. Mais finalement, moi, mes clés mentales, c'est entre les points, un peu de ce que retrouve Manoudou à sa façon avec le développé couché. Moi, je sais que le moment où je me sens fort, c'est le moment où je m'apprête à servir et je sais que le mec. Il a peur en face. Tu vois, je vais envoyer au service. Et Tu tu vois, sais à combien? j'ai dépassé les 200. Je ne saurais pas te dire exactement, mais les 200 sont dépassés. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que ça, finalement, moi, c'est le moment où je me sens fort. Et c'est parce que je l'ai répété à l'entraînement, en match, et que j'ai, tu vois, acquis cette confiance en moi sur cet aspect du jeu. Inversement, au retour, je sais que ma confiance, elle vient pas, tu vois, de me dire, ok, je suis le meilleur retourneur au monde. C'est pas le cas. Par contre, je sais que ma confiance, elle vient de me dire que, putain, si je break une fois, le match, il est gratuit. Il est gagné. Tu vois. Et j'ai besoin d'un break. Et du coup, là, mon focus, c'est les yeux ouverts. Je regarde la balle et il n'y a que la balle qui compte, tu vois. Et après, mes intentions sont là. Je sais que je veux, tu vois, avoir ce retour-là pour déranger de telle façon. Avoir, tu vois, cet enchaînement-là qui va se dérouler derrière. C'est des objectifs, tu vois, c'est des envies que j'ai dans mon plan. Est-ce que ça va se produire? Je sais pas. Mais par contre, je peux mettre tout ce que je peux en place pour que ces choses-là se produisent. Et c'est surtout ça sur les choses sur lesquelles je me concentre, en fait. Non, mais alors très rapidement, parce que en fait, je vois les autres sujets auxquels on avait réfléchi, qui pour moi sont encore plus intéressants, mais très rapidement parce qu'on en parlait un peu avant et je trouve ça quand même intéressant de te demander comment tu choisis tes tournois. Parce que t'es pas aujourd'hui, donc donc on disait 1649. 1649, t'es pas automatiquement qualifié sur les tournois classiques comme on peut voir les tennisman à la télé, quoi. C'est toi qui les choisis. Et du coup, la question qui va en découler, c'est que tout ça coûte très cher. Donc, comment on fait la part des choses entre l'intérêt sportif et et les enjeux financiers qu'il y a derrière? Tu vois, l'équation, comment du coup, quel tournoi tu choisis? Pourquoi? Qu'est-ce que tu prends en compte? À quel moment de l'année, j'imagine? Enfin, tu vois, comment tout ça s'organise? Dans le tennis, il y a le circuit principal, l'ATP. Ça, c'est ce qu'on voit à la télé, les grands chelems, les Master 1000, tout ci, tout ça. Derrière, il y a le circuit secondaire. C'est ce qu'on appelle les ITF. Les ITF, aussi, on peut les appeler les futurs. Chez les mecs, il y a les challengers entre les deux, et puis derrière, il y a les ITF. Les ITF, c'est des 25 000 et des 15 000 dollars. C'est comme ça qu'on les appelle. Les 25 000 maintenant se sont transformés en 30 000, pardon. Ah, c'était la prime? Ouais, ça s'est un peu augmenté. Mais du coup, ça correspond notamment aux points que les joueurs peuvent obtenir dans ces tournois-là. Le système de classement fonctionne en fait avec des points. Donc finalement, à chaque tournoi, plus tu arrives loin dans le tournoi, plus tu gagnes de points. Donc c'est une course aux points à l'année, c'est sur une année tournante. Donc les points que tu gagnes en février, tu les perds en février d'après.
Ah, Voilà comment ça fonctionne. putain, un stress complet, quoi. Exactement. Donc en fait, là, C'est pas le même principe que l'ATP. Parce que l'ATP, c'est. c'est le même classement. Ah, ok. Parce que Là, moi, on j'avais est- l'impression que en fait, tu engrangeais des points et du coup, tu les perdais si tu n'atteignais pas le même stade le même stade sur le tournoi que tu as joué l'année dernière. Non. Ah si, du coup. D'une certaine façon, Oui, ça revient à oui, ça. c'est ça. Oui, en C'est que fait, c'est oui, sur une ça. année tournante. Et donc là, moi, mon classement qui est 1649 ATP, je l'ai grâce aux points que j'ai accumulés sur les tournois. Mais c'est le même classement que Sinner, Alcaraz, tout ça. Tous les mecs qu'on connaît. Sauf que la différence, c'est que moi, j'ai 2 points. Eux, ils en ont 11 000 pour 11 000 et quelques. Mais ça va avec l'importance des tournois. Un grand chelem, un Master 1000, c'est 1000 points pour le vainqueur. 500 points pour le vainqueur, etc. etc. Les 25 000, du coup, c'est... ouais, c'est ça. Grand Chelem, c'est 4000. Moi, j'aurais dit 2000, mais je sais plus. Je regarde. Ouais, tu peux trouver l'info. Du coup, les 25 000 $, c'est 25 points pour le vainqueur du tournoi. Les 15 000 $, c'est 15 points pour le vainqueur du tournoi. En sachant que pour accéder à ces tournois-là, quand tu n'as pas de 2000. classement, 2000 ans, ouais. Pour accéder à ces tournois-là, quand tu n'as pas de classement, il faut passer par les qualifications. Et en qualification, tu ne gagnes pas de points. Il faut gagner un match dans le tableau final d'un tournoi pour gagner un point ATP. Donc, c'est une vraie bataille. Ouais. Parce que dans les qualifications, tu as des mecs qui sont 1000 centièmes mondiaux qui les jouent. Et même les semaines fortes dans des pays où le niveau est relevé, ça peut monter jusqu'à 8. Moi, j'ai même vu des mecs 700 jouer en qualification de 15 000 $, ce qui est les plus faibles tournois internationaux. Donc, en fait, c'est ça la bataille, c'est que tu as 3 matchs de qualification à faire pour gagner un seul match, sachant que si tu gagnes pas ton premier match dans le tableau final, tu gagnes même pas de points. Ouais. Donc c'est vraiment une course au point qui est assez galère. Tu gagnes pas d'argent aussi. Tu gagnes pas d'argent dans les qualifications, tu gagnes que de l'argent à partir du premier tour du tableau final. Donc pour répondre à la question de comment je fais ma recherche de tournoi, c'est que je prends en compte les possibilités de tournois déjà, parce que chaque semaine, j'ai une plateforme qui me permet de voir les tournois disponibles à mon niveau, à peu près, en sachant qu'avec mon classement actuel, je suis tout le temps dans les qualifications de tous les 15 000 $ et tous les 25 000 $, à peu de choses près, à part vraiment exception. Donc j'ai plus cette problématique de devoir me soucier de est-ce que je vais rentrer dans les qualifs pour pouvoir le jouer. Je suis sûr à chaque fois. Par contre, il y a des endroits qui sont plus forts que d'autres. Jouer en Europe, par exemple, souvent le niveau du tournoi est beaucoup plus relevé. Jouer en Afrique centrale, le niveau est beaucoup moins relevé. Jouer en Asie, selon les tournois, pareil, moins relevé. L'Europe, c'est vraiment un centre très fort tennistiquement, mais ça a l'avantage que je peux faire mes déplacements en voiture, ça me coûte moins cher. Je peux revenir très rapidement à la maison si je perds. Alors que si je pars au milieu du Congo, va trouver les billets d'avion pour pas cher pour rentrer le lendemain, parce qu'en plus de ça, tu sais jamais quand tu perds, donc tu sais jamais quand est-ce que tu reviens. Ouais. Donc tu prends les billets du jour au lendemain pour revenir. Donc d'un point de vue financier, en fait, on essaie de trouver l'endroit qui coûte pas trop cher. Sur place, ce sera pas trop cher non plus. Et dans la mesure du possible, avec le tournoi le plus faible possible. Donc c'est vraiment ce choix de, ok, les conditions de jeu sont aussi un facteur. Est-ce que j'ai envie de jouer sur terre battue? Est-ce que j'ai envie de jouer sur du dur en intérieur ou en extérieur? Est-ce que je veux jouer avec telle balle? Est-ce que je veux jouer en altitude? Ouais. Ça change les balles? Ouais. Ah ouais? Catastrophique les balles en ce moment. Mais toutes les balles sont différentes. En ce moment, les balles. Non, c'est surtout que les balles sont Comment de ça? qualité merdique. Depuis le Pourquoi? Covid, ils ont changé un peu des approvisionnements de balles. Et en l'occurrence, les balles s'usent. En 20 minutes, on joue avec des balles de chien, en fait. C'est fou ça. Ouais, c'est qu'on Mais attends, détruit t'as dit les balles à une l'altitude? vitesse. Ouais, l'altitude, ça joue. Ça fait voler beaucoup plus, des conditions qui volent plus. Et donc, en fait, ça avantage des gros serveurs. Moi, j'aime bien jouer en altitude, par exemple. C'est des conditions qui me conviennent parce que les balles fusent Genre, beaucoup plus. 1000 mètres? Turquie, par exemple, j'étais à 2400. Ok. Il y avait des terrains perdus au milieu de la Turquie à 2400 mètres. Mais on se retrouve au milieu de nulle part, en fait. C'est ce que j'allais dire, tu Ouais. dois jouer dans des coins. On joue dans des conditions. Ouais. Il y a des terrains au milieu d'Afrique en terre battue où la balle, les lignes sont pas droites, tu vois. Et les terrains sont quand même homologués à l'international, tu sais pas pourquoi. Mais non, il y a des conditions particulières. Et donc, en fait, ça, c'est un choix qui rentre aussi en jeu. C'est où est-ce que tu veux jouer? Est-ce que tu cherches à jouer dans les conditions qui te vont? C'est des choses à prendre en compte pour performer.
Donc moi, par exemple, bah voilà, je sais que je suis prêt à mettre un tout petit peu plus à la semaine pour aller dans des conditions de jeu comme en Turquie, qui étaient en altitude, qui me conviennent parce que je sais que je suis capable de bien servir et d'exploiter mes qualités tennistiques là-bas. Donc voilà, ça me coûte évidemment un tout petit peu plus cher. Ça me coûtait 10 euros de plus par nuit que d'aller en Tunisie, finalement. Mais j'ai préféré le faire parce qu'en termes de rapport, de chance de faire des résultats là-bas par rapport à la Tunisie cette semaine-là, c'était plus intéressant. Et si tu devais estimer une année, combien ça te coûte C'est vraiment dur à dire. en moyenne, hein, enfin c'est vraiment à la louche, Mais quoi. on est au-dessus des 25 000. Ok. Au-dessus. Ah putain, c'est marrant, je m'attendais un peu plus quand même. Ouais, Je sais pas, non, j'avais en tête un on peu est plus. au-dessus. Là, je donne ça un peu à l'aveugle, mais Ouais, 25-30 quoi, à peu près. ouais, T'as des même sponsors plus. Non, à nos niveaux, il n'y a pas de sponsor. à votre niveau? Financier, il n'y a pas de sponsor. Donc là, c'est full de ta poche. C'est fou la poche. Ouais. D'accord, non, mais comment tu fais? Là, moi, j'ai la chance d'avoir les parents, déjà. Ça, c'est les parents qui aident. Et puis, du coup, en tant que joueur de tennis, on a deux, on va dire, sources de revenus principales. Les matchs par équipe, où, du coup, avec nos niveaux, les clubs en France et à l'étranger sont intéressés d'avoir des joueurs comme nous. Et du coup, nous payent pour jouer les matchs par équipe. C'est le seul contrat t'es qu'on a à l'année. recruté. Ouais, Ok. exactement. C'est le seul contrat qu'on a à l'année. Aujourd'hui, du coup, moi, je sais que en mai, j'ai mes matchs par équipe, je vais avoir ma petite rémunération qui va me payer plusieurs tournois. Et tu sais quelle équipe tu rejoins? Ou c'est vraiment genre. Si, tu sais. Parce ouais. que ça, faut le décider. Tu signes un contrat. Enfin, tu es vraiment contracté par le club. Et c'est quoi toi Moi, je joue avec plaisir. Ok. C'est là où, justement, il y a mon académie, le club de plaisir dans les Yvelines. Mais donc, ça, voilà, c'est la première source de revenus. La deuxième, c'est la même chose, mais à l'étranger. Les clubs, notamment en Allemagne. Moi, tu vois, je joue en Allemagne aussi. D'où l'importance de se montrer à l'étranger. Voilà, du coup. aussi. Après, souvent, ça passe par des agents ou par juste Ouais, des ouais, relations, des relations machin, entre qui te joueurs. connaît, machin, Tu vois, ouais. on se connaît entre joueurs parce qu'on se croise à tous les tournois. Et puis, et t'as pas un club, tu vois, est-ce que ton club il cherche pas un joueur voilà, est-ce que je peux jouer pour vous, tu vois Tu me mets en contact avec le président et puis on parle un peu. Ouais. Donc ça se passe souvent. Et puis voilà, il y a certains petits endroits, la France, Allemagne, Italie, c'est des endroits où on peut faire des matchs par équipe et être rémunéré pour ça vraiment correctement. Enfin, même, ça nous aide beaucoup. Et la deuxième, enfin une autre du coup façon, c'est les résultats en tournoi. C'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est le seul vrai autre revenu Ouais. qui arrive en fait dans le tennis, c'est tes résultats en tournoi. Pour donner un ordre d'idée, quand tu perds au premier tour du tournoi, enfin d'un tournoi classique dans Ouais. le coin, 15 000. d'un 15 000, tu gagnes aux alentours de 150 euros max, un truc comme ça. Donc ça te paye 2 nuits d'hôtel et c'est tout, 2-3 nuits. Donc mais là, c'est tout. tu Ça te paye disais même pas, avant, tu pars en Ouganda? Angola. Angola, pardon. Tu pars en Angola, Ouais, tu perds le premier tour, tu repars avec 100 balles. Pardon. c'est ça. Ouais. Ça Non, mais revient C'est c'est- grotesque. hein. c'est Ouais, fou, quand c'est même. grotesque. Pourquoi l'Angola? Il y a Ouais. quoi là-bas? Ouais. En Et, l'occurrence, moi, l'Angola, la raison pour laquelle je vais peut-être y aller, c'est parce qu'il y a 3 tournois d'affilée qui coûtent pas cher sur place en termes de logement. Je sais que je vais m'en tirer pour maximum 40 euros par journée. Le niveau est moins Grand relevé. max, le niveau un peu moins relevé. Les de billets chance, d'avion quoi. vont être chers, mais par Ouais. contre, sur place, j'aurai beaucoup moins à payer, donc ça reste intéressant. Parce que ça soit un tournoi à 15 000 en Angola ou à Paris, si tu gagnes le tournoi, tu gagnes le même nombre de points. 15 points. 15 points sur un 15 000. Donc, ITF. ITF, voilà. Donc finalement, et puis du coup, si tu gagnes le tournoi, le vainqueur du tournoi se fait aux alentours de 1200, 1000 et quelques euros. Ah ouais, putain, mais c'est même quand tu gagnes, tu rembourses pas ton voyage, quoi. Si, quand tu gagnes, tu te retrouves dans tes frais. T'as déjà gagné? Mais moi, non, jamais. Non, pour le C'est coup, quoi le mec qui fait? perdu au deuxième tour du tournoi, du tableau principal. Et tournoi principal, c'est quoi? C'est 8 Tableau principal, 16 de finale? c'est tu commences en 16e, donc perdre en 8e. Ok, 16 joueurs. T'as 32 joueurs par tableau principal, t'en as 64 souvent dans les qualifs. Ça peut varier la taille des tournois, mais souvent c'est ça. Et ouais, non, au final, parce que même des 15 000 $, les 15 000 $, quand tu regardes le niveau des joueurs qui sont là-bas, les meilleurs sont souvent entre 700 et 300 mondiaux sur les plus petits tournois Ah ouais. internationaux. Ouais. C'est Donc, fou, hein. L'élite, Voilà. l'élite, c'est vraiment. Il y avait une comparaison qui était faite qui était absolument
pour moi, impressionnante, c'était avec les joueurs de foot. C'est qu'en fait, un joueur classé 1000 ATP aujourd'hui, tu l'as vu, ouais, un joueur classé 1000 ATP, c'est un joueur de Ligue 1 dans le foot qui gagne des salaires à 40, enfin, plus de 450 000, 450 000 par an. Dans le tennis, un joueur à 1000 ATP, il est à perdre chaque année. Donc, à moins de se débrouiller pour rentrer dans le top 500, à peu de choses près, t'es en Parce perte. que 1000 joueurs. J'ai regardé là rapidement, là, il disait qu'il y a des millions de joueurs de tennis. 1000 joueurs. Bah, tu fais partie du top 1%, mais même le top 1% ne vit pas. T'es dans le 0,0001%. Non, 0,1%. Oui, non mais enfin, tu vois, Même pas. 0,01%. Il disait il y a plus de 10 millions de joueurs dans le monde. Même beaucoup plus. Que 10 C'est la millions. folie. Mais J'ai bien fait de aujourd'hui, m'arrêter, moi. ouais. Aujourd'hui, 1000 joueurs, entre guillemets, enfin, moi qui suis 1600, si je regarde, c'est la population c'est même moins que la population du village dans lequel j'habite. Ça veut dire que si tous les joueurs de mon village étaient joueurs de tennis pro et qu'on prenait juste ça, et ben, ce serait l'entièreté des mecs qui sont meilleurs que moi. Et c'est tout. Ouais. Et Mais c'est pas tant que ça, au final. non, non. C'est rien. Mais le gap. Ouais, mais en fait, c'est ça paraît. À la fois, c'est très peu de gens, et à la fois, ça. Enfin, là, depuis que tu nous le racontes, ça te paraît tellement loin. Ouais. C'est la difficulté. Très bonne de ce sport. transition, Jules. Saute dessus. Ah ouais? Ça te paraît loin. C'est quoi la suite, Espen, là? Bon, ça fait 1 heure qu'on tourne. Putain, moi, j'avais d'autres questions. J'avais une Ah ouais? petite Vas-y. question. Profites-en. Non, hein, c'est l'impact social. Ouais. Oh là, super. Parce que. Si on pose notre tente, mec. Un gros sujet, Non, on va mais y parce passer que la nuit, donc, là. on a parlé du côté sport individuel, seul un peu avec toi-même, etc. Machin. Mine de rien, t'arrives à être entouré et avoir quand même une petite équipe qui fait que t'es pas non plus solo H24. Tu voyages beaucoup pendant des périodes relativement longues. Comment ça se passe socialement? Tu vois, genre, est-ce que du coup tes potes maintenant c'est que des joueurs de tennis? Ou est-ce que tu arrives quand même à conserver des potes qui ne sont pas du tout dans ce secteur-là? Comment ça se passe avec ta famille? Donc évidemment il y a la famille très proche, parents, frères, mais même la famille un peu plus éloignée. Comment ça se passe sentimentalement parlant? Tu vois, genre c'est quand même un rythme de vie qui est tellement atypique et tellement imprévisible dans le sens où, bah, en effet, là, tu pars en Turquie, mais ça se trouve, tu reviens dans 2 jours, comme tu peux revenir dans 3 semaines, quoi. Donc, comment tu gères tout ça et ça a quel impact? J'ai de la chance d'être très solitaire de nature. Ou plutôt, je sais pas si je suis très solitaire, mais je suis très très bien dans ma solitude. T'as appris à grandir avec aussi, j'imagine. Oui, ouais, beaucoup. J'ai toujours eu ce sentiment d'appartenance à plein de groupes, mais en même temps de toujours être seul dans mon groupe à moi. Et de créer en fait ce personnage qui va avec tout le monde, mais qui ne dépend que de lui. Mais même avant que je joue au tennis, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours eu la chance d'être apprécié par tout le monde, et de pouvoir me mélanger à tout le monde, mais par contre de choisir ce que je voulais quand je le voulais, sans être jugé pour ce que je décide de faire. Donc ça, naturellement, ça a été quelque chose qui, je pense, m'a beaucoup aidé pour, du coup, les expériences que je vis en ce moment. Parce qu'effectivement, bah, c'est solitaire comme voie. Je peux jamais m'engager sur quelque chose qui arrive dans 1 mois ou dans 2 mois. C'est quelque chose, même pour organiser ce podcast. Ouais, bah, c'est ce que j'allais dire, mais Même c'est pour que ça, ça a c'était été, que bah attends, je vois la je vois programmation ma et en prog, je t'envoie fonction, un message ouais. et je serai peut-être là 1 semaine en octobre, tu vois. Ouais. C'est comme ça tous les jours en fait. Et donc mes amis le savent, surtout que moi je le communique très ouvertement. Et donc j'ai gardé des amis hors tennis, de l'époque lycée, de différents milieux. Et je les vois très très peu, pour être vraiment honnête. Mais par contre, c'est toujours un plaisir de les voir. Et ils ont accepté, voilà, Que tous les compromis pour l'instant ça se passait comme ça. Voilà. Et Parce que je leur ai expliqué aussi clairement que mon projet perso et professionnel
était plus important qu'aujourd'hui ma vie sociale et que mes relations sociales étaient très importantes à mes yeux, mais que je voulais imposer ça à personne. Et que dans ce sens-là, moi, je contacterais et j'essaierai de faire les démarches quand je me sens capable de les faire pour revoir mes amis, mais que même les périodes où je suis en France et disponible, il y a beaucoup, enfin, je propose très peu, très Ouais. très peu, euh, parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à gérer avec le rythme que j'ai, mes journées d'entraînement, la fatigue qui s'ensuit physique et mentale, et c'est aussi l'avantage d'être dans une académie, c'est que finalement, toute la journée, je suis entouré de joueurs, de coachs, qui sont finalement des très bons amis aussi. Même mes coachs, je les considère comme des amis. C'est des gens avec qui je partage tout. En fait, quand je suis en tournoi, on dort dans la même chambre, on mange ensemble pendant 3 semaines et on vit les choses, les émotions les plus fortes sportives ensemble. Donc finalement, c'est aussi des très très bons amis et socialement, je me sens stimulé par cet aspect-là. Et après, bon, familial, de façon, sur le plan familial, pardon, c'est très accepté dans ma famille. Ils ont tous reconnu mon projet, ils ont tous essayé de me suivre et on a des groupes WhatsApp, tout ci, tout ça, où on partage les résultats, où tout le monde s'encourage sur mais pas que pour moi, hein, sur vraiment tous les projets de tous les chacun. projets de chacun. Et donc on est très famille globalement. Donc là-dessus, j'ai beaucoup de chance. Tout le monde est à l'écoute et supporte les autres membres de la famille, donc on se sent pas du tout seul. Après, c'est aussi sentimentalement, voilà, que c'est compliqué à gérer. Les relations sentimentales et amoureuses sont ce qu'elles sont, tu Ouais. vois. Moi, à chaque fois, je fixe Ouais, tu mets le une cadre. règle, Ouais, voilà. C'est que... Et puis, globalement, j'ai grandi en tant que personne et je suis j'ai pas envie de dire très sûr de moi, mais je sais vraiment où je veux aller et les valeurs que je prône. Et donc, c'est vrai que je considère être une personne qui a confiance en moi et du coup, je le dis très clairement dès le début de relation que voilà, mon projet tennis aujourd'hui, c'est ma vie et que c'est quelque chose qui prend une place faut énorme. l'accepter, Voilà, qui prend une place énorme. Quand je suis là, je donnerai toute mon attention et tout ce que je peux donner de la meilleure des façons possibles. Par contre, les moments où je suis pas là, je ferai la même chose à distance, mais il y aura des moments où je serai affecté par mon sport, des moments où émotionnellement, j'aurais pas envie de m'étaler à cause de ce que j'ai pu vivre sur le terrain ou sportivement, et que derrière, la seule chose que je peux demander, c'est de me faire confiance sur, ok, sache que je fais tous les efforts possibles de mon côté pour faire pour entretenir. pour être le meilleur entre guillemets petit ami Ok. dans la situation dans laquelle je Ouais. suis aujourd'hui. Mais donc c'est pas simple. Non, mais c'est des choix de vie. C'est des ouais, choix c'est de ça. vie, C'est choisi, c'est voilà. assumé, c'est Ouais. voulu et c'est. Enfin... Et puis ils me conviennent. Très tu sais honnêtement, pour- ils et me tu sais conviennent. pourquoi tu le fais aussi. Voilà, exactement. C'est-à-dire Moi, qu'en les fait, choses sont claires dans ma tête, en fait. le choix est déjà fait et les raisons pour lesquelles ce choix est déjà fait sont logiques et acquises depuis que tu as 15 ans. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que... Donc aujourd'hui, je dis pas qu'aujourd'hui c'est presque... Enfin, j'imagine qu'aujourd'hui c'est presque facile. Du coup. Ouais. Pour moi, c'est très facile. C'est logique. C'est pas pour moi que c'est dur, en fait. Oui, en fait, C'est pour l'autre personne. Ouais. Parce que les choses sont très claires dans ma tête Ouais, c'est et ça. les choses sont mises en place de façon à être très claires pour l'autre aussi. Par contre, c'est le moment où on vit ces choses-là que c'est plus difficile. Je suis sorti d'une relation récemment où justement, pour la première fois, enfin, on s'est séparés quand j'étais en Turquie et pour la première fois, on faisait de la distance à cause de mes tournois. On a très très vite compris que c'était pas possible pour nous de vivre en tant que couple à distance, avec ce rythme voilà, que tu peux avoir en étant aux quatre et coins du avec monde, la communication qu'on avait entre nous qui était magnifique et top, tu vois, en présentiel. Par contre, à distance, on n'arrivait pas à gérer ça. Et donc, c'était juste une suite logique d'arrêter cette relation à cause de ça. Et Ça va être dur quand même parce que t'arrives dans la vie d'Espen et tu dois accepter de rentrer dans le moule qu'il a lui-même modelé Ouais. pendant presque 10 ans de sa vie, pendant les 10 dernières années de sa vie. Donc j'imagine que ça doit pas quand même très être, très dur. être Ouais. facile de rentrer Non, là-dedans. c'est super dur. C'est Dans le super chemin. dur. Et puis, je pense avoir une personnalité en dehors du tennis qui est très serviable et qui essaye de donner beaucoup, notamment aux personnes avec qui je suis très proche. Et donc, ça crée une énorme fracture entre le moment en présentiel et le moment à distance. Surtout que les moments à distance,
en tournoi, entre guillemets, c'est vraiment très particulier. Ouais, Parce qu'en que plus de ça, c'est le contexte tournoi. ouais, et puis c'est tellement ton objectif et Voilà. c'est tellement ce que tu as voulu que Y a pas de donc en fait concession. la priorité elle est là. Ouais. Et oui, bah, c'est sûr que quand on s'est vu hier, ma Exactement. priorité elle était ailleurs. Mais là, Ouais. tout mon être, toute mon âme, tout mon cerveau Mm. s'est mis dans un autre, sur une autre, Ouais, une c'est autre ça. priorité, quoi. C'est qu'il n'y a pas de concession en fait. Ouais. C'est que pour le coup, si j'ai mon échauffement à faire à telle heure et que je dois aller me coucher à telle heure et qu'on n'a pas le temps de s'appeler entre tous ces moments de journée où j'ai passé sur le terrain ou à m'entraîner ou à matcher, je t'appellerai pas, tu vois. Je te ferai tous les messages que je peux entre mes entraînements, entre ce qui arrive et ce qui arrive. Mais par contre, c'est clair et net que il y a des moments, Ouais, ça a des ouais. limites et tout le monde n'est pas du tout capable de le gérer. Ouais. Même moi, je pense que je suis encore énormément en train d'apprendre sur cette phase-là de comment gérer ça, parce que c'est quelque chose, je pense que j'aurai jamais les réponses de comment bien le gérer, et ça dépendra tellement aussi de la personne avec qui je finis. Donc c'est sûr que c'est des choses avec lesquelles je suis complètement en accord et qui me vont très bien dans l'état actuel des choses, en fait. J'ai fait ma paix avec le fait que, relationnellement parlant, c'est pas une vie simple et que aujourd'hui, moi, je reste le plus ouvert possible à toutes ces choses-là quand je peux donner, et que par contre, voilà, j'ai mes priorités. Mais Ouais, pas évident. voilà, pas simple. Après, Mais des c'est choix. des choix. Et puis, ouais. À propos de choix, il va falloir qu'on choisisse de s'arrêter parce que sinon on reste là la nuit. J'ai écrit des questions pour après. Ouais. Ouais. Mais non, pour conclure quand même, parce que bon, tout ça, on l'a dit, ça coûte de l'argent, c'est du temps, c'est de l'investissement, c'est physiquement aussi éprouvant. Tu te laisses encore combien de temps? Est-ce que ce plan A une fin et donc tu as déjà un plan B, ou est-ce que tu commences à y réfléchir, ou est-ce que pour l'instant tu te dis c'est trop tôt, je maintiens là-dedans? Enfin, c'est quoi la suite, l'évolution? Est-ce que Comment tu peux ne pas y penser, quoi? C'est sûr. Tu penses tous les jours. Bah oui. Tous les jours. Moi, j'étais sur le point Dans ta d'arrêter tête. d'arrêter le tennis. C'est vrai? J'étais sur le point d'arrêter le tennis Quand ça? aux alentours de mai. Ah ouais? Ouais. Wow. En mai, j'ai eu une grosse discussion avec les parents. Je leur ai dit, si à la fin de l'été, j'ai pas fait de résultats, j'arrêterai. J'arrêterai ce projet, ça coûte trop cher. Ça fait 1 an que je joue sur le circuit et que j'arrive pas à faire de gros résultats. Je m'arrêterai. Et il s'avère qu'en juin, j'ai fait des très bons résultats. Et là, j'ai refait des très bons résultats. Du coup, je continue. Qu'est-ce que tu appelles des très bons résultats, juste? Très bons résultats, c'est prendre des points ATP pour moi, aujourd'hui. Ok. C'est que j'ai Faire fait le premier tour, le deuxième tour d'un tournoi ATP, c'est ça. pas C'est ITF. qu'aujourd'hui, je passais les qualifications, Bah, je en fait, gagnais des matchs dans les ITF, c'est qualifications. la version ATP. Enfin, tu vois, ATP, c'est le circuit, on va dire, principal. Ouais. Mais ITF, c'est la suite. Donc, en ITF, tu gagnes des points Voilà, ATP. ouais. Ok. Finalement, en fait, en ITF, tu as un classement un peu alternatif, tu vois, Ouais, j'ai vu. à l'ATP qui s'appelle l'ITF. Et ça permet Tu de connais ton rentrer- classement ITF? Non, je sais même pas où j'en suis. 1058. Ouais, mais du coup, tu vois, il me sert plus du tout. Oui. Parce Ok. que j'ai mon classement ATP. En fait, le classement ATP prend le dessus, mais pour les joueurs qui n'ont pas de classement ATP, si tu gagnes C'est une des référence. points dans les qualifications, et ben, ça te permet de pouvoir rentrer dans les tournois malgré le fait que tu n'aies pas de points ATP. Donc c'est un classement un peu alternatif qui te permet quand même de t'en sortir. Aujourd'hui, je gagnais des points ITF et je sais pas combien je suis monté. Je suis monté à genre 900 et quelques, un truc comme ça. Et, mais ça, il me servait à rien. Enfin, il me servait à rentrer dans les qualifications, mais du coup, c'était pas des points ATP, c'était pas. Ça a peu de valeur aux yeux des gens, tu vois. Quand tu parles de classement pro de tennis, tu penses à l'ATP, tu penses pas à l'ITF que personne ne connaît, tu vois. Et du coup, voilà, j'ai pris des points ATP maintenant, mais avant ça, j'en avais pas. Et donc en mai, je m'étais dit, voilà, si j'ai pas de points ATP, si je fais pas de résultats, j'arrêterai probablement le tennis à la fin de l'été. Et il s'avère que voilà, j'ai des déblocages mentaux qui ont fait que j'ai trouvé vraiment énormément de clés ces derniers temps, et que là, je vois des portes s'ouvrir qui sont énormes en termes de projection. Du style. Et du style vraiment gagner des gros matchs, gagner beaucoup plus de points en termes de niveau de jeu. Je sais que je suis capable d'aller. J'avais gagné mon premier point ATP justement à 600 ATP, mais aujourd'hui je m'entraîne aussi avec des joueurs à ces niveaux-là, et je sais tennistiquement que je suis capable d'aller vraiment chercher ce beaucoup niveau, plus haut. T'as Voilà. la dalle. Ouais, j'ai la dalle de fou.
Et, Que tu avais perdu un petit peu avant. je l'avais jamais perdu. Ouais. Par contre, j'étais dans une phase très compliquée. J'ai fait Putain, un mais an c'est où- fou ça. De quoi? En fait, moi, ce que je trouve fou, c'est que tu dis j'ai failli arrêter le tennis Ouais. parce que j'avais pas de résultat. Ouais. Et en fait, tu dis j'ai jamais eu la dalle. Donc, c'était même pas un ras-le-bol. Ah non. Ah non, non. C'est que tous les C'est jours, fou cette en lucidité. fait, Je trouve ça dingue. il y a une difficulté, c'est que. Bah, c'est ça, lucidité. Ouais. Ouais, mais c'est fou quand même d'être aussi lucide parce que tu te dis putain, c'est tellement d'investissement que le ras-le-bol peut arriver vite, tu vois. Ouais. Surtout quand tu gagnes Mais pas, ça arrive. etc. toujours. Ouais, surtout Il y a que plein de joueurs qui ont arrêté. Tu Moi, vis sur les économies de tes parents aussi. En plus, J'imagine que c'est une c'est pression pesant, aussi ouais. constante. Oui, pesant, non, mais bien ouais. sûr, mais Mais enfin, tu tu vois, vois, pour moi, moi, j'ai- le ras-le-bol pouvait arriver. bah, la majorité des joueurs justement qui ont commencé très très tôt arrêtent Ouais. le tennis aux alentours de 18 ans parce que c'est un ras-le-bol, ils se sont trop Tu entraînés, ils ont m'étonnes. trop joué. Moi je suis arrivé tard, j'ai pas eu ce ras-le-bol, je l'ai toujours pas. Et en fait moi tous les jours je suis addict à vraiment travailler. Je passe mes journées à l'entraînement à travailler comme un dératé. Et puis derrière à la maison je me nourris de connaissances qui sont liées à la psychologie, au physique, à la nutrition, toutes ces choses-là. Je contrôle tous les aspects de ma vie aujourd'hui. Et moi, c'est quelque chose qui me passionne, qui me fascine, de savoir que tel muscle fonctionne de telle façon et que je peux récupérer mieux si je mange tel aliment. Tu vois, j'adore. Et moi, c'est ces choses-là qui me stimulent. J'aime comprendre comment mon cerveau fonctionne sous pression. J'aime me ressentir, tu vois, c'est haut et c'est bas. Mais la difficulté, c'est que c'est dur de se réveiller tous les jours, de bosser comme un fou et de finir ta journée au même stade auquel t'en étais quand tu t'es réveillé, tu vois. Et ça, tu fais ça enfin, ça peut prendre du temps, tu vois. Et moi, ça a duré presque 1 an et demi. Je restais au même niveau, enfin, je progressais tennistiquement, mais en termes de résultats, je restais au même niveau. Et ça c'est dur à gérer. Et ça finit Mais par payer. ouais, et puis j'ai trouvé des clés, j'ai trouvé des choses qui me parlent, de l'identité, j'ai compris qui je suis, j'ai grandi. Et donc au final, maintenant, je rentre sur le terrain avec beaucoup de confiance en me disant, bah voilà, je sais tennistiquement ce que je suis capable de produire et contre qui je dois gagner, enfin, contre qui je veux gagner. Et à partir de là, moi, je crois énormément en toute la manifestation, tu vois, je sais pas si ça vous parle, mais manifester les choses qu'on souhaite, voilà, tout ça, moi, c'est des choses auxquelles je crois profondément, la loi de l'attraction, toutes ces choses-là, c'est hyper important pour moi. Et donc, je me visualise tout le temps. Tous les soirs, je sais que je finirai sur un grand chelem, tu vois. C'est l'objectif pour moi, Ouais. c'est de jouer les grands chelems, d'être top 100, d'inspirer les petits, d'avoir des gens qui se souviennent de moi tennistiquement après, tu vois. Ouais. Et ça, c'est mes objectifs perso de vie. Mais finalement, il y a une inconscience, une insouciance, tu vois, qui se Ouais. dit, je sais que je vais y arriver, tu vois. Donc en Ouais. fait, Adjar disait ça aussi. Il y a pas de plan B en fait. Non. Non. Jamais eu de plan B. Il n'y a jamais eu de plan B. Il y en a eu un avec un diplôme pour une sécurité, C'est ça, au mais cas je où. considère pas que ce soit un plan B. Là, il tu n'y a vois. plus de plan B là. Non, c'est Folie. comme, J'ai eu des frissons, mec. Putain. ouais, comme je sais plus disais, tu vois, tu brûles les bateaux et puis tu restes sur l'île jusqu'à ce que tu Ouais. gagnes ou que tu meurs, tu vois. Et finalement, c'est ça. Après, moi, je me donne des échéances. Je sais que l'année prochaine, en septembre, je referai le même point. C'est que, est-ce que j'ai assez avancé par rapport à ce que je cherche? Oui, non. Sinon, est-ce que je continue? Ouais. Probablement pas. Mais par contre, je sais que j'y arriverai. Je sais qu'aujourd'hui, en septembre, je ne serai pas du tout là où j'en suis. Et je sais que j'aurai pris des points, j'aurai intégré des plus gros tournois, que j'aurai gagné contre des mecs beaucoup plus forts, que je me serai développé. Ça, je le sais, tu vois. J'ai soit on peut appeler ça, tu vois, de la confiance, de la surconfiance. Non, ou- c'est pas. En fait, c'est pas de la mais- surconfiance parce que tu le dis de manière tellement réfléchie que tu vois, c'est pas de l'arrogance, C'est de quoi. la maîtrise. C'est C'est logique de la pour moi. confiance en soi, Ouais, pour moi, c'est logique. mais au sens vertueux du terme, tu vois. Ouais. Ouais, pour moi, c'est une suite logique, tu vois, tout le travail qu'on fournit au quotidien, chacun le fait à sa façon. Il y avait Ouais. Fritz qui disait, Taylor Fritz, là, qui disait en interview l'autre jour que c'est un des plus lazy, tu vois, qui fout rien en dehors du terrain, qu'il fait ses entraînements et tout ça, mais par contre, quand il rentre à la maison, il a pas envie de faire quoi que ce soit, il va pas, il adore jouer au golf, mais il y va pas parce qu'il a la flemme. Tu vois, il dit ces choses-là. Lui, c'est sa façon de bosser. Moi, aujourd'hui, je fonctionne pas comme ça du tout. Moi, j'ai besoin d'être stimulé, j'ai besoin de faire 15 000 choses, mais pour le tennis. Aujourd'hui, justement, je refuse de voir mes amis parce que j'ai, comme il dit, un peu la flemme. C'est pas de la flemme, c'est plus justement, je suis fatigué de ma journée. Je me dis, ok, Ouais, ma je vais faire ma priorité, elle est là récupération aujourd'hui. je vais faire ma récupération dans mon lit. Je vais mettre les jambes en l'air. Je vais faire mon massage. Je vais faire mes étirements. Ça fait partie aussi de la journée d'entraînement, quoi. Et moi, ça me fascine. Enfin, j'aime bien aller me coucher et me dire, putain, aujourd'hui, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Mais vraiment tout ce qu'il fallait. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus?
Il y a toujours des choses que j'aurais pu faire de mieux, tu vois, et une meilleure attitude sur le terrain ou avoir bossé un peu mieux sur tel aspect, tel aspect. Mais par contre, je sais que je me suis donné les moyens de réussir mon objectif final qui va être d'être dans les grands chelems, d'être dans le top 100, de gagner des matchs contre ces mecs-là, tu vois. Et bah, c'est tout ce qu'on te souhaite. J'ai une dernière question, Espen. Vas-y. Plus légère, moins de mental. Ah, moi aussi, j'en ai une autre. Ouais. Ok. Si tu devais faire le joueur parfait sur 4 critères, et tu dois choisir à chaque fois un joueur pour un critère. Premier critère, c'est le mental. Deuxième, c'est le physique. Et le troisième, c'est la technique. Et le quatrième, c'est la vista. Donc le premier, je répète, le mental, physique, technique, vista. Par Vista, t'entends quoi? Vista, c'est aura, quoi. Ouais. Ce qui dégage. Ok. Par l'aura qui dégage. Je prendrais Djokovic sur le mental. Sûr et certain. Le gars perd 2-7 au final de Roland. Ouais. Et il revient à chaque fois. Il est increvable. Il va être tellement À énervant. son âge, de continuer, Ouais, c'est ça. réussir. Non, il est trop fort. Ok. Physique. Physique, aujourd'hui, je prends que les qualités physiques ou on parle aussi de la taille, de toutes ces choses-là. Que les qualités physiques. Allez, un Deminor ou un Alcaraz. Ok. Deminor, ça va vite. Ça va vite sur le terrain. Alcaraz, c'est monstrueux sur tous les aspects aussi. C'est même plus fort sur tous les aspects. La technique. Technique, aujourd'hui, pour la beauté de son geste, on va prendre un Rodge. Même si je suis un revers à deux mains et que j'ai pas du tout envie de jouer comme lui. Mais... J'aimerais bien avoir ses résultats, hein, Ouais. mais c'est pas mon tennis. Et la vista, Laura. Laura, Qui a de Laura? Allez, mon fils, il avait de l'aura. Un Djoko, il a de l'aura sur certains moments, il a un vrai aura. Mais mon fils, un peu showman, c'est sympa. Tout. Ouais. Ça me va. Montage. Non, je rigole. Et non, moi, ma dernière question, beaucoup plus légère. Parce que, Ah oui, encore en plus, en plus, j'ai pensé à cette question la semaine dernière où j'ai joué au tennis. Et Thomas, qui nous regarde, on te salue. Je sais que cette question va t'intéresser. Comment tu fais pour ne pas avoir d'ampoule sur tes putains de mains quand Ouais, tu ouais. tiens ta raquette? Mais tu sais que je m'en tire bien pour un joueur de tennis. Mais c'est fou. T'as de la J'ai- corne en fait. J'ai de la corne, mais j'ai surtout des belles mains en vrai pour un joueur de Mais tennis. j'ai de la mec, chance. j'ai fait 4 heures de tennis la semaine dernière, je suis Ouais. ressorti avec une ampoule. C'est terrible, hein. Mais tu verrais l'état des mains des joueurs de tennis globalement. Donc ça leur C'est arrive. catastrophique. Ok, j'ai l'impression qu'ils ont toujours des mains nickel, Mains qu'ils sont sans ampoule mains et et tout. pieds, et les joueurs de tennis sont réputés pour avoir mains et pieds détruits. Ok. Bon. Moi, j'ai vraiment beaucoup de chance avec ça. Bon, je mets du strap quand j'en ai besoin, mais honnêtement, je m'en tire vraiment bien. Super. Bon, ça me rassure. Ouais, Je suis rassuré. ouais, tout le monde. Espen, merci beaucoup Merci à vous, les gars. d'avoir C'était pris cool. le temps. C'était Merci. génial Ouais, grave. de discuter avec toi de tout ça. Plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Bon Vraiment, courage, mec, courage. pour ton Lâche projet, pas. Ouais, on va continuer. pour tes ambitions et tout. Et on va suivre tout ça. Et puis encore merci d'avoir pris un peu de ton temps. Mais non, merci à vous, les gars. C'était vraiment un énorme plaisir de discuter de ça avec vous. Donc, merci beaucoup. Carlos, merci. Mec, c'était l'un des meilleurs. Je dis. L'un des meilleurs. Moi, il m'a touché parce que je fais beaucoup de sport depuis que je suis tout petit et Tu j'ai connais le été milieu. harcelé de questions en sortant d'un terrain. Mais tu pars pas tout de suite. Ah, bah non. Pour ceux qui nous suivent encore jusque-là, déjà, vous avez bien eu raison de nous suivre encore jusque-là parce que c'était plus qu'intéressant, c'était incroyable. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et à nous faire vos retours, encore une fois, sur les épisodes. C'est ultra précieux et c'est ultra motivant aussi de se dire qu'il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui ça intéresse, il y a des gens que ça intrigue, ça passionne et que ça inspire parce que c'est un peu le maître mot de tout ça. Donc n'hésitez pas à nous le dire si ça vous a plu. J'ai envie de dire, mettez un like. Mettez Ouais, un on va like, peut-être pas- mettez un like, abonnez-vous, mettez des commentaires. En vrai, c'est comme ça qu'on va commencer à être Évidemment, référencé, non mais c'est sûr. ça, il faut. Nous, ça nous fait rire parce qu'on est un peu timide de le dire, tu vois, mais objectif GP Explorer 4, tu vois, t'as capté? Ouais, t'as capté. Mais peu non, loin. voilà, écoutez, faites péter tout ça. Et puis sur ce, moi je vous dis à très très vite sur le podcast. Ciao. Parce qu'à 25 ans, il y a aussi des gens inspirants avec des projets et des histoires qui méritent d'être racontées. Parce qu'à 25 ans, on a aussi le droit d'avoir une opinion, une passion et être légitime d'en parler. Vous êtes sur Podcast, l'émission qui donne la parole à ses potes qui méritent d'être entendus.